aussi une éducation chassidique de très haut niveau. Nous avons eu aussi Rav Shontal, qui arrivait avec une opinion de l'éducation qui était très originale et qu'il a aussi inculqué à toute son équipe et dans laquelle il a mis aussi beaucoup de force. Et de très nombreuses jeunes filles aujourd'hui, jeunes femmes aujourd'hui, sont ses anciennes élèves et continuent à vivre avec ses enseignements. Ces deux grands éducateurs nous ont quittés dans des dates où il est très difficile de leur rendre un hommage. Rav Gorevitch est parti le premier soir de Pessah et Rav Shontal, c'était la veille de Yom Kippour. Alors comment réussir à faire un événement à ce moment-là? Alors évidemment, il fallait trouver une autre solution. L'idée a été d'organiser une soirée dans l'année dans laquelle on rendrait hommage à ces deux éducateurs par une conférence sur le thème de l'éducation. Donc c'est le sens de notre réunion. Chaque année, on essaye de trouver des éducateurs qui ont quelque chose d'original. Alors généralement, pour chercher l'originalité, il faut chercher un peu loin. On les fait venir de loin. Et Baruch Hashem, chaque année, c'est un enchantement. C'est Motzei Shabbat. On va commencer par une petite histoire chassidique. Il y avait un juif religieux qui s'est beaucoup rapproché de Chabad et qui a décidé un jour de venir passer Rosh Hashanah chez le Rabbi. Donc il est venu pour Rosh Hashanah et au moment des Tchiyot, le Rabbi avait beaucoup de mal à sonner du chauffard. Le Rabbi avait essayé, réessayé et a priori ça passait pas. Alors on sait que chez le Rabbi rien n'est simple. Rien ne doit être interprété de manière simple, c'est toujours des choses très, très profondes. Et donc, tous les présents ont considéré que peut-être il fallait aider le Rabbi. Et donc, chacun réfléchit pour prendre une bonne décision. Donc, vous savez comment c'est les tchiyot chez le Rabbi, on est tous entassés les uns sur les autres, on attend avec impatience ce moment extraordinaire. Et donc, chacun en lui-même a cherché à prendre une bonne décision pour aider le Rabbi à pouvoir sonner du chauffard et apporter au peuple juif une très bonne année. Et donc ce juif-là, qui était un juif qui était, religieux, mais peut-être pas encore complètement engagé, c'est un juif qui n'avait pas d'enfant, mais à ce moment-là, il a fermé les yeux, il a pensé prendre une grande décision, et la décision qu'il a prise, c'est de retirer la télévision de la maison. Ok, et ensuite donc, Baruch Hashem, il y a eu de très belles tchiyot. L'année suivante, Baruch Hashem, ils ont eu une naissance à la maison, un très grand bonheur, un grand mazal tov. Ce juif-là a senti vraiment que c'était la bracha du Rabbi, c'est la bracha de Rosh Hashanah. Et 3 ans après, il a décidé de venir chez le Rabbi pour le Hopsheren, pour la coupe des cheveux. Il a voulu amener son enfant chez le Rabbi. Et quand il est passé devant le Rabbi a regardé l'enfant, il a souri, il a dit ça c'est l'enfant de Tchiyot. Voilà. Donc tout ça pour dire que il est important de faire de l'ordre. C'est vrai que le monde avance à une vitesse incroyable. Chaque jour on a l'air d'être complètement en retard par rapport au lendemain. Et donc on ne peut pas se laisser comme ça envahir sans mettre de l'ordre. Alors juste par rapport à ça, au séminaire de Betrivka, on a décidé d'organiser demain une journée justement sur ce thème. Il va y avoir le Rav Lemel et aussi une autre dame, Madame Castet, qui est une psychiatre, qui va aussi venir nous parler de façon à ce qu'on soit bien préparé aux grandes décisions qu'on va prendre, de mettre des filtres sur nos téléphones, etc. etc. Et donc, lorsqu'on a contacté notre invité de ce soir par rapport à l'événement de ce soir, on avait pas mal d'idées sur le thème de l'éducation, et lui il nous a proposé la télécommunication au XXIe siècle, perspective chassidique. Et je dis top, c'est exactement ce qu'il nous faut parce qu'on est en plein dedans. On va passer une journée demain à réfléchir sur ce thème, donc on va être enrichi avec une perspective chassidique. C'est vraiment magnifique. Et donc voilà, on a opté pour ce thème. Deux mots pour ceux qui ne connaissent pas le Rav Shaul Silam.
Moi, personnellement, je le suis depuis longtemps, je le lis dans toutes ses publications. Et j'ai aussi la chance de recevoir par internet aussi ce qui se passe au niveau de sa yeshiva. Donc le Rav Shaul Silam est avant tout un authentique Talmid Chacham. Mais il a une situation qui est assez originale, puisque c'est aussi quelqu'un qui a fait de hautes études, puisqu'il est ingénieur aéronautique au Terpion. C'est un officier de Tzahal. Et c'est quelqu'un, c'est avant tout un vrai éducateur. Il a passé toute sa vie à enseigner, à éduquer. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'il a beaucoup, principalement, enseigné en français, tout en vivant en Israël. Il a enseigné principalement en français. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a des lycées français en Israël. Et donc, dans les classes de première terminale, on fait venir un Rav. Il y a le Rav de la classe de première et terminale qui enseigne des cours de Kodesh. Et donc, il a toute sa vie, depuis 30 ans, il enseigne dans différents lycées israéliens francophones en tant que Rav de première et terminale. Alors, bien sûr, lorsqu'on enseigne la Torah avec un jeune homme, avec une jeune fille, on essaie ensuite de la convaincre de faire un séminaire. Alors, donc, concernant les garçons, trouver une yeshiva francophone, ça existe. Baruch Hashem, Israël est un pays où il y a tout ce qu'il faut. Donc, il a opté pour certaines yeshivot en francophone qu'il connaissait, de bonne qualité. Mais ce qui lui faisait mal au cœur, c'est que ces jeunes gens étaient sincèrement intéressés par la chassidoute, attirés par la chassidoute. Ils allaient maintenant dans des yeshivot, il n'y aurait pas de chassidoute. Et depuis 8 ans, il a pris une décision, c'est de créer une structure où on pourrait recevoir ces jeunes gens après le bac pour qu'ils puissent étudier à la yeshiva dans une yeshiva Chabad avec de la chassidoute. Et donc, Baruch Hashem, la réussite est allée crescendo. Depuis maintenant 2 ans, il a rajouté à son programme un Machon Tzmicha, parce qu'il y avait aussi pas mal de jeunes francophones qui avaient étudié dans des yeshivot et qui maintenant n'avaient pas vraiment émergé dans la Torah, qui auraient souhaité encore avancer. Et donc il a créé un Machon Tzmicha de très grande qualité avec un diplôme de Echad Shlomo. Et Baruch Hashem, ça connaît un très grand succès. Et je pense que tous ceux qui sont un petit peu dans l'action se rendent compte de l'importance d'un Mossad pareil. Moi personnellement, ça m'arrivait très souvent d'avoir affaire avec des jeunes gens qui après le bac voulaient faire une yeshiva. Mais ils voulaient un peu d'exotisme, et donc il fallait qu'ils partent à l'étranger. C'est vrai qu'il y avait Bruno, à l'époque, il y a eu des années où Bruno n'avait pas encore commencé à accepter les jeunes post-bac. Et donc il n'y avait vraiment rien absolument chez Chabad, ni en France, ni en Israël. Et donc voilà, ça se retrouvait dans des yeshivot francophones, peut-être pas d'excellente qualité. Et le résultat était soit que, ça n'avait pas donné une grande impulsion de Yirat Shamayim, ou alors ça avait donné une impulsion un peu, on va dire, mitnaged, comme on dit. Alors, voilà. Donc maintenant, il y a une structure, c'est une structure qui est magnifique. Baruch Hashem, par des miracles, j'ai eu la chance de passer Shabbat avec le Rav Silam. Il m'a raconté les miracles. Et quand on parle des miracles, c'est vraiment des miracles du Baal Shem Tov qui lui ont donné la possibilité d'obtenir maintenant un magnifique bâtiment qui accueille tous ces talmidim. Ils sont une trentaine de talmidim. On lui souhaite beaucoup de succès. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que toute yeshiva a besoin de fonds. Et donc, à partir je crois, la date du 10 Kislev, il y aura un gala. Vous pouvez voyager pour le gala de la yeshiva Dat Melachem, ou alors certainement envoyer une aide pour renforcer les structures de cette magnifique yeshiva. Voilà, donc on va commencer, bien sûr, devant ma route. Alors, on est un peu en retard parce qu'on a un problème avec la technique, et malheureusement, on a encore un peu de problème avec la technique parce qu'on on va pas vraiment projeter ce qu'on avait prévu, mais c'est pas grave. De toute façon, voir le rabbi, entendre le rabbi sur l'éducation, ça c'est l'essentiel. Okay,
durch der Deal, was der Loschen der Seder in Terische Balper ist, ach ich Teiro, Motner Seder, Bonne Chai seine Reviche. Lechel, das Seder ist aus der Pakete, friert, da geht der Rebischter Chai. Danach geht mit seine. Und danach hat man Chassene, hat man sie, hat man Kinder. Sagt die Gemorre, nein, das Seder ist Bonne Chai seine Reviche. Und danach haben wir guckt sich zu, seit man Befehle, seit man das bemuchert. Als eben nur die Eltern, seine Eltern, wie sie darf zu sein. Als sie fühlen sich wie, und haben die Gefühle, wie Menschen darf haben dem Gefühl, ist wenn geht meint dem Chai Seine, und wenn seht in seine Wiche, eben die Bonne seine Bämle Wiche. Und an Nitrachmone Litzlan geht nicht ein, ist Chaya wen am Chaya und dem Sehne seine Kinder sehne ist. Und wie Avrom, wie eine Echad hoi Avrom, der Rest der Lied hat geteinigt, aber was geht um, die alle Brachs, was der ewig kommt, dem Zulieder. Allein gehört von dem Ebersten. Und Avrom, die gewähren an Nevet, Avrom, die gewähren an Echi Offer, Wefer, an Nevet von Ebersten, die Tschachis, also werden mit der Breitkeit. Schaß aber gekommen zu Asami sagt dem Babischen, was geht die alle Sachen. Als hat nicht in Kinder, Ben, Mescher, Besi, Jerischesi. Was gibt mir die alle Chai und Sehne, mit den Broches, mit den alle Sachen, Kinder davon haben. Und auch das ist gewähnt der Rechter, der Wegsteller, Secher, Hoi, Avrom. Und danach soll sein, weil jüdisch es verhört, darf seine Mieten herangestellt sein. Was allein nicht nehmen muss, dann geht es nicht ein, er darf haben die Bonne. Und nach demut aber, als hat die Bonne, hat demut ist Chai und die Mesene seine Mesene und in alle Sachen die Dore Wiche. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pinchas pour ce plan B que tu nous as trouvé. Et maintenant on va accueillir tout de suite le Rav Shaul. Tov. Je suis vraiment heureux et ému d'être parmi vous ce soir. Je tenais d'abord à remercier la direction, les rabbinim, le Rav Uzan et sa femme, Madame Sobag, et les filles qui ont préparé la salle. Tous ceux qui ont plus de 40 ans, mais ils se rappellent que jusqu'à il y a à peu près 25 ans, on nous posait tout le temps la question, qu'est-ce que le Rabbi dit sur... Vous vous rappelez? Surtout. Qu'est-ce que le Rabbi dit des élections de Mitterrand, du tremblement de terre au Pakistan, de Camp David? Pour tous les gens, ils forgeaient une opinion à partir de ce que disait le Rabbi, mais c'était vraiment sur chaque détail. Chaque Chassid Rabbad était celui qui allait transmettre l'opinion du Rabbi, puis à partir de ça, des dizaines de milliers de personnes se forgeaient une opinion, puis c'est comme ça qu'on avançait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on aimerait vraiment savoir, pouvoir interroger le Rabbi et lui demander ce qu'il faut penser. Et j'ai vraiment besoin des feuilles. Ce qu'il faut penser d'Internet, ce qu'il faut penser de l'ordinateur, ce qu'il faut penser du smartphone. Et non, c'est bête, pas une blague. Il y a pas mal de points ici qui sont écrits. Et je suis désolé. Alors bon, ce qu'on va essayer de faire, c'est au travers de Sirot du Rebbe, d'essayer de voir quelle est l'opinion du Rabbi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait déjà à l'avance que l'opinion du Rabbi, c'est toujours quelque chose de très 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 complexe. Quel que soit le sujet, que ce soit le sionisme, que ce soit l'éducation, que ce soit... Et quand on dit que c'est complexe, si on demandait à n'importe qui, qu'est-ce que vous pensez du smartphone par exemple? Bon, il y en a qui seraient complètement contre, il y en a qui seraient complètement pour, et il y en a qui diraient, bon ça dépend, il y a des trucs, la plupart des personnes, ça serait quelque chose comme ça au milieu, quelque chose de tiède. Chez le Rabbi, il n'y a rien de tiède.
Chez le rabbi, c'est ni complètement là, ni même tiède. Chez le rabbi, en général, c'est jusqu'au bout d'une voie et en même temps jusqu'au bout de la voie qui va de l'autre côté. C'est un chesed jusqu'au bout, une gvura jusqu'au bout. C'est un mélange de deux choses qui sont complètement à droite et à gauche. Il y a à peu près 25 ans, j'étais à une Nidvadout de Rav Yoel Kahn en Israël. Puis le Rav Yoel Kahn, comme ça, il raconte qu'il avait un ami qui était litaï. Et puis cet ami, il n'avait jamais participé à une Nidvadout de Rebbe. Et bon, il n'habitait pas New York. Et un jour, il était de passage à New York. Et le Rav Yoel Kahn lui dit tu veux venir à une Nidvadout? Il a dit oh, ouais, ben, pourquoi pas. Bon, il est venu. Et puis le Rav Yoel Kahn, pour lui, c'était important de savoir ce qu'allait penser son ami. À la fin de la Nidvadout, ça c'est le Rav Yoel Kahn qui raconte, sinon j'aurais pas pu utiliser ces termes. Il dit Nounou, qu'est-ce que tu penses du Rebbe? Alors le type, il lui dit ton Rebbe, c'est un gaon avec des émonotes de saftot. C'est-à-dire, c'est un type extrêmement intelligent, mais avec des croyances de grand-mère. Alors évidemment, le Rav Yoel Kahn, il nous dit qu'il a été choqué d'entendre ça, mais il a réfléchi, il a dit non, mais c'est vrai. Le Rabbi, c'est le seul gaon qui peut être gaon et en même temps continuer à croire que la terre ne tourne pas, pour comprendre que tout ce que nous disent les Rachamim, c'est des choses à prendre au pied de la lettre, et il n'y a pas comme ça à essayer de tergiverser. Donc le Rabbi, c'est le seul qui pourra nous expliquer comment finalement pouvoir allier et une tradition sans faille et un modernisme complètement poussé, et tout ça sans compromis. Et c'est ce dont on a besoin ici pour tous les sujets qu'on a évoqués, pour WhatsApp, pour le smartphone, Facebook, etc. Et on n'est pas ni là, mais on est complètement là, et complètement là. On veut absolument aller complètement dans la tradition, mais sans aucune pshara, sans aucun compromis. Puis d'un autre côté, comme Chassidei Chabad, on va aussi jusqu'au bout du modernisme, on a besoin de tout. Et ça, c'est le grand défi, on va essayer de comprendre un peu comment ça marche. Il y a ça, vous savez, dans le poisson. Le poisson, on a des écailles, des nageoires. Alors, c'est pas vraiment, il y a une histoire du Rabbi qui dit quelque chose de semblable, mais pas tout à fait ça. Mais l'idée, les écailles, c'est quelque chose de protecteur. Les nageoires, c'est pour avancer. Il y a les deux, on est comme des poissons. On va voir comment ça fonctionne. Maintenant, je vais vous décevoir, mais je ne vais pas vous donner de réponse. Alors, beaucoup m'ont demandé, qu'est-ce que tu vas dire finalement? D'abord, je ne vais pas donner de réponse, mais ce qu'il y a, oui, à mon avis, après cette conférence, je pense que des éléments de réflexion, mais qui sont extrêmement importants, vont être transmis. Et évidemment, de toute façon, je ne peux pas vous donner de réponse, parce que ça, c'est le Rabbi dit dans plusieurs sichot. Vous voulez avoir des réponses à vos questions, il n'y a que des personnes qui sont sur place qui pourront vous répondre. Moi, je suis en Israël depuis 37 ans. Je parle un peu français, mais en dehors de ça, je ne connais pas la France, ni la mentalité, ni quoi que ce soit. Donc ce que je vous dis, c'est, vous savez, les Israéliens, ils lancent une grenade dans un appart et ils se sauvent. Moi, je lance ce que j'ai à dire, une vérité qui va aller jusqu'au bout, qui va faire mal, mais j'ai un avion, à 4 h du matin, je me sauve. Donc de toute façon, et même si vous n'êtes pas d'accord, je ne serai plus là. Maintenant, regardez. On va commencer par des problèmes de deuxième ordre. Ouais. Alors, c'est important pour moi. Il y a une espèce de plan ici, c'est le petit 2. Vous compreniez déjà à l'avance que ce dont on va parler maintenant, c'est vraiment pas le principal. C'est des problèmes, mais on ne peut pas non plus les court-circuiter. Mais comprenez, la conférence, ça commence au petit 3 et au petit 4. Hein. Ça, c'est déjà des choses de base qu'il faut entendre. Premier point que j'ai marqué ici, c'est la violence. Il y a une matière, une profession qui s'appelle l'anthropologie. L'anthropologie appliquée, anthropologia isometa en hébreu. Un anthropologue, c'est quelqu'un qui... L'anthropologie, c'est l'étude de l'être humain. L'étude de l'être humain sous toutes ses formes, au niveau physique, au niveau social, au niveau culturel. L'anthropologie appliquée, c'est l'étude de l'homme et appliquée à des solutions à des problèmes réels. Et un des plus grands anthropologues isomim, un anthropologue appliqué en Israël, c'est un certain type qui s'appelle Tamir Lyon. C'est un type qui n'est pas religieux. Donc c'est bien, dans ce genre de sujet, il faut apporter des gens qui ne sont pas religieux, comme ça, gauchistes, comme il faut et tout. Parce que comme ça, on a du crédit. Parce que si vous apportez des barbus, ouais, ça ne marche pas. Donc le type comme ça, Tamir Lyon, anthropologue, super et tout. Et lui, sa spécificité, sa spécialité, c'est l'analyse du temps libre des 15-25 ans. Ouais, c'est son truc. Et il travaille, un type très connu comme ça, il travaille pour la police, il travaille pour l'armée, il travaille pour la police secrète. Et le type, il passe son temps à aller dans des pubs. Parler à des jeunes. Et ce type-là, il y avait un entretien comme ça dans le
le Hiton Haaretz. Alors comprenez, c'est le Hiton le pire qui puisse exister. Alors ça donne encore plus de crédit à ce que je vais vous dire. Et il arrive à deux conclusions. Je ne vais pas parler maintenant de tout ce qu'il dit là-bas, mais il dit d'abord, c'est important qu'on prenne conscience qu'on est en train de vivre la révolution la plus rapide qu'ait jamais connue l'histoire, depuis la création du monde. Et le deuxième point, c'est que le fossé intergénérationnel qu'il y a aujourd'hui, c'est aussi le plus grand fossé qu'il y ait jamais eu entre toutes générations qui ont. Alors je ne parle pas maintenant des plus jeunes avec leurs enfants, ils sont, ouais, mais disons qu'entre nous les vieux et puis nos enfants, alors là il y a à peu près 500 ans. Il faut qu'on comprenne ça. Et il rapporte, alors ne croyez pas, vous allez me dire, bon, les Israéliens c'est des sauvages. Alors je vais vous raconter deux histoires, mais je suis sûr que ici ils ne sont pas moins sauvages que ça. Alors il raconte, dans des Yishuvim, ouais, pas n'importe où, dans des Yishuvim, comprenez, les Yishuvim en général c'est des gens de qualité. Et c'est vraiment des gens de qualité, on a habité pendant 10 ans à Bethel, c'est des gens qui vivent à un niveau d'engagement et au niveau de la Torah, et des gens bien. Mais il raconte deux histoires parmi tant d'autres. Des petits jeunes dans une classe, qui avaient 12-13 ans comme ça, qui ont brûlé la main d'un de leurs amis, puisqu'ils ont vu un film comme ça sur YouTube. Donc c'était très marrant comme ça, de brûler la main d'un type. Et dans un autre Yishuv aussi, ils ont pris, il y avait un petit vieux comme ça qui était impotent, un infirme, et puis quand il pleurait, ses pleurs, il les faisait rire. Alors ils l'ont attrapé toute une classe, ils l'ont attaché à un arbre, comme ça ils l'ont pendu, pour pouvoir rire de ses pleurs. Et comme ça, des histoires, mais qu'on n'a jamais entendues, je veux dire, même de façon ponctuelle. Il n'y a pas eu d'histoire comme ça dans les 70, 90 années dernières, enfin depuis en tout cas que l'État d'Israël existe, et évidemment pas avant non plus. Et aujourd'hui, il y a des trucs complètement fous qui se passent, il faut comprendre ça. Deuxième point, le point de la tzniut, on ne va pas allonger la sauce là-dessus parce que les choses elles sont claires qu'il y a des problèmes, mais je vais peut-être mettre l'accent sur un petit point. Jusqu'à il y a 10 ans, comment on pouvait contourner ça? Alors en général, il y avait deux choses. On mettait des filtres à l'ordinateur, et puis en plus, les parents décidaient que l'ordinateur serait dans un endroit central de la maison, et comme ça, entre les filtres et l'endroit central, bon, ben, il n'y a pas tellement de possibilités, ni d'Yetzirara, ni on ait accès à toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, avec WhatsApp, vous pouvez mettre tous les fils que vous voulez, et tous les... D'abord, le téléphone maintenant, il n'est plus dans le salon. Dans WhatsApp, il y a toutes sortes de discussions comme ça, complètement internes, où uniquement la personne qui discute, c'est ce qu'elle est en train de faire. Les films, le petit film qu'on vous envoie court, il ne passe pas par un lien internet. Donc de toute façon, vous pouvez mettre tous les fils du monde. Ça ne sera pas géré. C'est important d'être au courant. Et on retombe ici quelque part dans un midrash qui n'est pas très connu, qui s'appelle Midrash Hanouka, Midrash Maaseh Hanouka. Il y a un livre qui s'appelle l'Otsa Midrashim de Eisenstein, et il raconte quelque chose qui n'est pas très connu non plus. Mais qu'il y a une xéra qui avait au temps de Beit Sheni, au temps de Hanouka, alors on sait que un décret, on sait que les Grecs, ils avaient pas mal de décrets, il y avait l'interdiction de faire la Mila, de faire Rosh Chodesh, etc. Mais un des décrets qu'ils avaient, qui est porté par le Midrash, c'est que les Juifs, et ça a duré pendant 3 ans, le Midrash dit que les Juifs ne pouvaient pas avoir de porte à leur maison, ni de porte à l'extérieur de la maison, ni de porte à l'intérieur des chambres. C'était interdit. Il y avait une xéra comme ça, sinon ils étaient condamnés à mort par les Grecs. Et le Midrash dit que pendant 3 ans, il n'y a pas eu d'enfants. Il n'y a pas eu d'enfants, il n'y a rien eu. Les Grecs pouvaient rentrer comme ils voulaient à l'intérieur de la maison, il n'y avait aucune intimité. Et puis quelque part, on est revenu à ça. Alors là c'est un peu cynique ce que je dis, évidemment, j'exagère un petit peu. Mais malgré tout, c'est vrai que quand on rentre après une journée de travail à la maison, avec son portable et les 400 contacts qu'on a, ça peut être beaucoup plus, 400 c'est parce que Esav Verbamot Ishimo, on rentre avec Esav et puis ses 400 amis à la maison, et qui rentrent dans notre intimité, qui vont bip 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 et Mishumma, je ne sais pas pourquoi, mais au niveau psychologique ça doit être analysé, mais on est en train de parler avec notre femme, notre enfant, n'importe quoi. En général, on donne priorité à quelqu'un qui va téléphoner, et ça sera comme ça, toutes les 30 secondes, il y a quelqu'un qui va nous déranger dans notre intimité, et c'est assez catastrophique. Alors, sachez que ça existait déjà il y a 2000 ans, à l'époque de Hanouka. Je ne vais pas en rajouter, parce que pour la tzniut, c'est évident qu'il y a des grands problèmes à ce niveau-là, puis vous n'avez pas besoin de moi pour beaucoup de choses, et sûrement pas pour ça. Mais je vais rajouter peut-être encore un point. J'ai un beau-frère qui part à Sitrabad, et c'est un grand Dayan à Yerushalayim, le Rav David Berdugo, et il est Dayan au Beit Din Hagadol, et depuis pas mal d'années, il s'occupe des divorces en Israël.
Et il me dit, c'est dur à dire, hein, c'est dur à dire, mais bon, c'est une vérité, il y a beaucoup de Chassid Chabad ici, c'est important qu'ils le sachent, que le groupe dans lequel, et la mouvance religieuse dans laquelle il y a le plus de divorces en Israël, c'est le Chabad. Ouais. Au niveau, comme ça, si on fait au niveau des pourcentages par rapport à leur représentation. Et c'est important de comprendre, et en général, c'est dû au problème de Internet, où c'est vrai que le Chabad, on est plus exposé. Et la fin de l'histoire, c'est pas de vous dire de ne pas utiliser le portable, l'Internet et tous ces moyens, parce qu'on en a absolument besoin, mais en tout cas, il faut avoir conscience aussi de ce point. Troisième point que j'évoque ici, c'est l'histoire de concentration. Alors sachez que d'après les recherches, les sociologues, etc., quand vous avez un bip dans le portable, quand vous avez un WhatsApp comme ça avec un truc marrant, alors je parle pas d'un petit film qui va prendre encore 3 minutes, un truc marrant, ok, j'ai vu une image, c'était sympa, 20 secondes j'ai perdu. Pour revenir à votre concentration, il faut 40 secondes. C'est-à-dire que si vous en avez 60 comme ça dans la journée, ça fait 20 plus 40, c'est 1 minute, 60 minutes comme ça, qui sont passées 1 heure, qui sont passées, mais vraiment, vraiment, les vatala. Et il ne faut pas oublier, alors c'est vrai qu'on a l'habitude d'oublier des choses de base, mais tous ceux qui ont étudié, même s'ils n'ont pas étudié la Gemara, mais l'Admour Hazaken dans le premier période du Tanya, Kol Shef Sarlo Lassad Batora Vaino Sek, Shalav Darshur Azal, Kidvar Hashem Bazar, quiconque peut étudier la Torah, n'étudie pas, il y a un problème, Alors c'est vrai, je ne dis pas, on n'est pas si vous me dites, quoi, vous étudiez tout le temps la Torah? Non, je ne dis pas tout le temps la Torah, je suis concerné comme vous par le problème. Mais c'est sûr que c'est un problème, et c'est sûr que perdre 1 heure par jour pour rien, c'est quelque chose de fou. Cette dispersion que l'on a quand on est assis, des fois en train d'étudier, et bip, un truc qui va sonner comme ça parce que c'est un email que j'ai reçu dans mon marché, dans mon ordinateur, et encore un WhatsApp, et encore un truc, et un autre qui va me téléphoner. C'est vraiment l'enfer, cette dispersion. Et il faut qu'on soit conscient que c'est pas normal, quoi. On peut pas vivre avec un truc comme ça. Et j'ai parlé ici de concentration et de perte de temps. Le 5e point, je voulais parler aussi quelque chose qui est important, et on va enchaîner avec des choses un peu profondes. Mais c'est le décalage. Il y a aujourd'hui un décalage par rapport à la société, un décalage par rapport à la réalité, mais qui est complètement fou. Alors je vais vous prendre comme ça une dizaine de petits points pour que... C'est important de connaître le problème quand même, connaître le problème et pas l'accepter. Beaucoup de personnes me disent, bon, ben il n'y a rien à faire. Non, il n'y a pas rien à faire. Et si chaque personne comme ça, chaque année, on tue chacun une personne. Ouais. C'est là, ok, pas plus. On ne va pas s'habituer à un truc comme ça. Là non plus, on ne peut pas s'habituer à des choses comme celles que je vais dire par exemple. Alors, et il a oublié de vous dire, mais c'est mon cousin Laurent Busan, par alliance. Alors il disait comme ça que j'enseignais à des terminales. Je suis aussi prof de physique en terminale, à des Français, au lycée français de Jérusalem. Il y a 2 ans, j'avais un cours à 8h avec des terminales, et je monte comme ça dans les escaliers, et j'étais un peu en retard. Mon cours était à 8h, j'ai 3 heures de suite avec les terminales. Il était 8h05, j'étais en retard, je monte les escaliers, puis j'ai une quinzaine d'élèves comme ça de terminale en haut, mais j'entends rien. Alors, je me dis, tiens, bizarre, j'entends personne, quoi, ils ne sont pas là aujourd'hui. Je monte, je rentre dans la classe, il n'y a pas un élève qui s'est aperçu que j'étais rentré, mais il n'y a pas un élève qui parlait avec un autre élève aussi. Ils étaient tous avec leur portable, je suis resté comme ça 1 minute, personne ne s'est aperçu jusqu'à ce qu'une fille s'aperçoive. Et c'est une école mixte. Et donc on a commencé le cours, je dis, mais vous êtes graves les enfants, il n'y a pas un qui communique ici. Mais on communique. On communique, c'est l'anti-communication. Vous êtes tous ensemble ici, il n'y en a pas un qui parle avec les voisins. Je racontais ça à un ami, il me dit, mais de quoi tu parles? Il me dit, mais j'étais à un mariage, j'étais content, sauf on va se rencontrer la famille. On était toute la famille, les cousins, les frères et sœurs, machin et tout, autour d'une table. Bonjour, bonjour, et après 5 minutes, chacun était avec son portable. On n'a pas parlé de rien. Tu parles, c'est vraiment dingue. Pour la petite blague, il y avait une femme comme ça, elle avait 5000 amis Facebook. Il n'y avait pas Minyan dans son enterrement. Ça, c'était la blague. Ouais. Ça, c'était la blague. Maintenant, je vais vous dire un truc qui n'est pas une blague. Puisqu'on a parlé comme ça de la yeshiva qui cherche des fonds, alors je vais vous raconter une histoire aussi d'il y a 2 ans. Je me suis dit comme ça, bon d'abord, pour moi, Facebook, c'était un mot grossier. Ouais, c'était un gros mot. Puis mes parents, ils nous ont éduqués de ne pas dire de gros mots. Et donc, j'osais même pas parler de ce mot. On a ouvert la yeshiva il y a 8 ans. Évidemment, je n'avais pas ni Facebook, ni...
Mais un ami comme ça, il y a 6 ans, me dit, écoute, aujourd'hui, si tu n'as pas Facebook, tu n'existes pas, quoi. Tu es obligé d'avoir un... Je lui dis, écoute, tu veux ouvrir un truc, je te donne ce qu'il faut, moi je ne veux pas rentrer là-dedans. Top. On a comme ça, on a Facebook, entre-temps, bon, Baruch Hashem, j'ai commencé à mettre des cours là-bas, puis faire un peu de la fête. Il y a 2 ans, c'était un peu avant Yom Kippour, je me suis dit, bon, je vais faire un appel, les gens de toute façon, hein, on fait rarement des appels, les gens de toute façon, ils font des caparottes. Alors bon, je vais mettre j'ai mis une photo comme ça de poulet, comme ça, un truc marrant, sympa, et puis j'ai écrit en dessous, n'oubliez pas la yeshiva, date Menachem et tout. Alors j'ai regardé comme ça, alors quand vous mettez un truc, vous attendez comme ça les réactions et tout, ça c'est aussi un problème dont on va parler. Il y a eu un truc comme 80 likes. Moi j'étais content, 80 multiplié par je sais pas combien d'euros. 80 likes dans les premières heures. Il y a une femme qui a envoyé un chèque de 26 shekels. Voilà. Ça c'est pour que vous compreniez qu'on est vraiment déphasé, qu'on croit... Ouais, alors, et plus que ça, vous savez un truc auquel je pense maintenant. J'ai mis une fois un film, un cours, je mets des petits cours comme ça de Chassidut, et tous les jours, un petit résumé d'une Sira du Rebbe, 7 par semaine, j'ai fait ça il y a 2 ans, puis maintenant c'est sur chassidut.org aussi. Et puis une fois, j'avais pas mis le son, j'ai pas mis le son. Et donc je m'en suis aperçu en chemin, comme ça, je me suis dit, tiens, je vais écouter, parce que dans la voiture, comme ça, et puis je vois qu'il n'y avait pas le son. J'arrive à l'école, et puis il y a 2 élèves qui me disent, ah, on a reçu votre cours. Je dis, ah ouais, tu l'as vu le cours? Oh ouais. Ils m'avaient même mis des likes, les types. Je dis, non, mais il n'y avait pas le son en cours. Alors, non, on vit vraiment, et les enfants, on vit dans un film avec des likes et des ch'touillottes, mais il faut savoir revenir à la réalité. Et là, c'est peut-être marrant, mais il y a des moments où c'est moins marrant du tout, parce qu'on essaye de faire des shidduchim, et dans les shidduchim, c'est vraiment une catastrophe. Et là, Bémet, si jusque-là on riait, là maintenant je vous demande de pleurer, Bémet, s'il vous plaît, et dès que j'aurai fini cette histoire. On propose des shidduchim à des types. Alors, le type, il a des 10, 15 filles qu'il connaît, ok. Et puis, il y a encore une centaine qui rencontrent dans la rue. Et puis, il y en a encore 2000, c'est ses amis Facebook. Des filles qui n'existent absolument pas, en tout cas dans son monde réel, elles sont dans son monde virtuel. Mais seulement quand le type, tu vas lui proposer un shidur, c'est vrai pour les filles aussi, hein, là je parle je parle de cas que j'ai vécu. Alors tu lui proposes un shidur, le type ça peut être la meilleure fille du monde, mais bon, les types sont très superficiels souvent. Et puis bon, Mishuma, ça aussi c'est quelque chose qui est insupportable. Mais aujourd'hui, les jeunes dans les shidurim, et ils veulent voir des photos. Et c'est tout. Si la fille, c'est pas la fille la plus belle parmi les 2000 qu'il connaît, qui sont complètement virtuelles, ben c'est tout, il n'acceptera pas le shidur. Alors, va lui expliquer que non, écoute, c'est pas comme ça que ça marche. Ces 2000, tu les enlèves. Personne ne te les présentera jamais, elles t'appartiennent pas. Même pas en avamina de shidur, elles existent dans ta vie. Elles sont virtuelles, elles sont peut-être même mortes, elles sont encore dans ton truc. Elles sont mechutz latrum, comme on dit. Les seules pour lesquelles tu as droit à dire oui ou non, c'est les filles qu'on te présente en shidur. Tu rencontres, ça c'est pas ça, c'est pas ça. Mais je veux dire, tu peux pas mettre dans ton monde et dans tes considérations et dans tes critères aussi toutes sortes de trucs qui sont complètement virtuels, ouais, et ils vivent comme ça. Encore 2 petits points. Il y a eu une enquête qui a été faite. Ils ont demandé à des enfants de Gan en Israël de dessiner leurs parents. 70% des enfants, ils ont dessiné les parents avec un smartphone. Hein? Non, Bémet, ça fait de la peine. Et il y a marqué comme ça une information, alors c'est à peu près le même truc. Aussi, quelqu'un de normatif, et tous les 7 minutes 30, il regarde son smartphone, même s'il n'a pas eu de bip. Ouais. Peut-être que j'ai pas entendu, peut-être qu'on m'a envoyé un truc. Ouais. Non, toutes les 7 minutes 30, c'est complètement dingue. Je veux dire, il faut qu'on prenne conscience qu'il y a un problème, quoi. Ok. Maintenant, regardez. Et le gros problème, on n'en a pas parlé encore, on va essayer de l'analyser maintenant. Mais il y a à peu près 25 ans, hein, j'enseignais à Kfar Maimon. À Kfar Maimon, il y a aussi comme ça une yeshiva téchonite où il y a 3 classes comme ça, seconde, première, terminale. J'enseignais la physique. Et puis ils avaient pris tous les profs. Dans le temps, le problème c'était la drogue. Alors comme c'est dans un champ comme ça, Kfar Maimon, ça pour une petite anecdote. Et alors dans le temps, il y avait même des élèves qui avaient planté. Bon, je ne dirais pas plus. Parlès. Alors bon, c'était tellement problématique qu'ils nous avaient pris à Retourneau. C'est quoi Retourneau?
C'est un centre de réadaptation, de désintoxication pour narcomanes qui se trouve à Beth Shemesh. Donc tous les élèves et tous les profs et tout le personnel, on a eu droit à une journée là-bas, un certain Rav Epstein qui dirige le truc, un super centre de rééducation. Dernièrement, ils ont interrogé le Rav Epstein. Aujourd'hui, il a un nouveau département des fous du smartphone. C'est un nouveau département. Il dit, mais comment je languis les narcomanes des années 80 et 90 ? Il dit, mais ceux-là, mais c'était des cas simples. Ce qu'on a aujourd'hui à traiter, mais c'est un truc, c'est de la psychiatrie, quoi. Je veux dire, il faut les plus grands psychiatres mondiaux. Et sachez, je pense que vous savez, mais il y a une nouvelle maladie, et ça, c'est pas une blague, ça s'appelle la nomophobie. Vous avez entendu parler de ça ? Oui. No-mobile phobia. C'est la phobie de ne pas avoir son portable. Et Pachout, ils ont là-bas un département de cinglés de ce truc-là, quoi. C'est-à-dire de types qui ont la phobie. Je ne parle pas de types qui ont perdu leur portable, ils n'ont pas perdu, mais ils ont la phobie de le perdre. Ouais. Tellement ils ont une dépendance. C'est-à-dire que finalement, le portable, on a aujourd'hui, comme on sait, combien ? 249 membres. 248 plus le portable. D'ailleurs, comment il s'appelle le portable ? Il ne s'appelle pas MyPhone, il s'appelle iPhone, c'est moi. C'est moi, vous comprenez le problème ? Même le nom qu'ils ont donné au truc, hein, ils ont donné iPhone. C'est le type, il est tellement dans le truc. Et maintenant, je vais vous poser une question. C'est la question par laquelle on va essayer de traiter maintenant d'après la Chassidoute. Mais c'est la question. Si vous avez une réponse, Mehmet, ça sera une très bonne chose. Expliquez-moi pourquoi il n'y a pas d'addiction au fer à repasser, à la machine à laver, à la brosse à dents, ou bien au distributeur de billets de banque. Non, pourquoi ? Pourquoi il y a cet appareil et il n'y a pas ça ? Alors j'ai demandé ça à un ami, il m'a dit non, ma femme, elle a une addiction au distributeur de billets de banque. Bon, mais en dehors il y a quelques femmes comme ça, mais en dehors de celle-là, Bémet. Et pourquoi il n'y a pas d'addiction au fer à repasser, il y a une addiction au portable ? Est-ce que vous vous êtes posé la question ? Non, Bémet, c'est un appareil aussi. Le type, il repasse comme ça, c'est très bien. Ça, c'est pour la question. Et maintenant, je réponds sérieusement. Regardez. Alors, pour répondre, on va commencer par l'historique. Alors, l'historique, ça commence, le Ham Israël, il commence avec la sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte, 2448, c'est en moins 1312. Hein, c'est important pour la suite. On sort d'Égypte, et puis, bon, alors il y a une marloquette, quand est-ce que la Torah a été écrite, Megillot, ou pas. Toujours est-il, au plus tard, après 40 ans, hein, donc on est encore dans les moins 1300, il y a 13 Sifrei Torah écrits par Moshe Rabbeinu. Ça, c'est du sûr. Au niveau du livre. Et puis après, c'est qu'il y a une souga dans Mesret Gittin, chez Birtav, Yet Arashai, Lomram Be'alpeh, ce qui fait que toute la Torah chez Birtav, c'est-à-dire la Torah d'abord, puis après les Nevim, les Ktuvim, hein, c'est des choses qui sont Birtav, qui ont été écrites. Qui sont écrites et puis apprises et recopiées sur des parchemins, etc., de génération en génération, depuis l'an moins 1312. Je ne parle pas maintenant du livre Aziel Amalar qui a été donné à Adam Rishon, ni du Sefer Yetzirah de Avraham Avinu. Mais disons des livres qui ont été vraiment publiés dans tout le Ham Israël à partir de la Torah. Il y a la Torah, il y a le Nach. Donc on est en moins 1312. On sait que 150 ans après le Chorban Beit Sheni, après la destruction du deuxième Beit Hamikdash, il y a eu l'écriture de la Mishnah. Donc on est en 218, puisque le Chorban c'était en 68, puis 150, 218. On sait que vers l'an 500, Ravina et Ravashi, ils ont écrit la Gemara. Donc la Gemara, elle a été écrite en l'an 500. Ça c'est pour... En l'an 500, elle a été écrite, et puis le Ham Israël, tout le monde savait lire, écrire, étudier. C'est une des mitzvot de la Torah. Donc on était évidemment lettrés et bien lettrés, et c'était toute notre vie. Qu'est-ce qui se passe maintenant à ces époques au niveau des Goïm ? Alors regardez, on va prendre le relais. On est arrivé à l'an 500 où chez le Ham Israël, il y avait toute la Torah chez Birtav qui était écrite, et même la Torah chez Be'alpeh. On avait déjà dépassé l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, de Ravina et Ravashi. Même la Torah chez Be'alpeh était déjà écrite sur des parchemins en l'an 500. Alors sachez qu'en l'an 500, c'est après l'Empire romain, au niveau de l'histoire de 500 à 1500, c'est le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, si vous regardez comme ça, je ne suis pas historien, mais j'imagine qu'il y en a parmi vous, de 500 à 1500, plus de 90% de la population en Europe était complètement analphabète. Complètement analphabète, d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il y a eu l'Inquisition, c'était des gens vraiment... Si vous voulez voir le type de style qu'il y avait au Moyen-Âge, vous allez en Ukraine, vous allez voir les habitants. C'est ce qu'il y avait dans le temps en Europe. Quand je dis en Europe, c'était dans tous les pays d'Europe.
des gens extrêmement primitifs, avec le clergé comme ça, qui savait parler, au point où, dans le Coran, au 7e siècle, il nous appelle Am HaSefer, hein, le peuple du livre. Alors aujourd'hui, on est content de ce titre, c'est un titre qui est donné par le Coran. Toujours est-il, c'est pas pour rien qu'ils nous ont donné ce titre, parce que nous, on était lettrés, et eux, ils étaient vraiment sous-lettrés et vraiment analphabètes. Mais quand on est analphabète, les lettres, ça suscite la réflexion. Ça suscite la réflexion, et donc chez nous, on pouvait aussi parler et penser de choses qui étaient abstraites. Mais en Europe, ils étaient primitifs. Imaginez les Indiens Cherokees comme ça, qui font avec de la fumée comme ça, qui font des ronds, hein, qui communiquent. Ils ne vont pas parler de problèmes existentiels, ils vont parler de lions, de trucs, de cow-boys. Ouais. Ça, c'était plus ou moins le niveau d'éducation et le niveau intellectuel des Européens entre l'an 500 et l'an 1500. Quand je dis l'an 1500, c'est peut-être un peu avant. Disons le début du XVe siècle, même l'an 1400. Parce qu'en 1400, qu'est-ce qui s'est passé? En 1400, il y a Gutenberg qui a inventé l'imprimerie. Et sachez que le Tiferet Israël, le Rav Israël Lifshitz, un des grands commentateurs de la Mishnah, dans son Pirouche, Pirkei Avot, Chaviv Adam Shenivra Betselem, comme il est beau, l'homme qui est créé à l'image de Kadosh Baruch Hu, l'exemple qu'il prend, parce que là-bas, il s'agit des Goïm, dans Chaviv, d'après le Tiferet Israël, Chaviv Adam Shenivra Betselem, parce que juste après, la Mishnah nous parle de Chavivin Israël, comme ils sont beaux les Bnei Israël. Donc là-bas, on parle d'une beauté qui existe chez les Goïm. Et l'exemple qu'il prend, c'est Gutenberg. Il dit, regarde la beauté qu'il y a, ouais, comment des hommes peuvent aider à la civilisation. Regarde Gutenberg. Et Gutenberg, on peut dire qu'il a sauvé la planète. Il a sauvé, en tout cas, l'Europe avec l'imprimerie. Et à partir du moment où Gutenberg a inventé l'imprimerie, alors sachez, ça c'est un chiffre qui est connu, que dans les 50 ans qui ont suivi l'invention de l'imprimerie, c'est-à-dire de 1400 à 1450, il y a 20 millions de livres qui ont été imprimés et qui ont été distribués comme ça en Europe. Il y avait dans le temps 100 millions d'habitants en Europe. Il y avait 20 millions de livres. Et à partir de ce moment-là, c'est bon. À partir de ce moment-là, commence ce qui s'appelle la Renaissance. Il y a une expression comme ça, ce qu'on appelle l'appétit du savoir. Et à partir de ce moment-là, il y a la Renaissance, et puis il y a la culture, et puis après il y a les sciences qui vont se développer, etc. Mais tout ça, ça a commencé grâce à Gutenberg. Et à partir du moment où il y a l'écriture, s'il y a l'écriture, il y a la possibilité d'entendre et de réfléchir à des idées abstraites. Et à partir de ce moment-là, il nous faut, regardez, depuis la Kita Aleph jusqu'à la Kita Bet, depuis le CP jusqu'à la terminale, il y a 12 ans. Et en France, en tout cas, en première, commentaires de texte, au bac, etc. Ouais. Il faut à peu près 12 ans pour commencer à posséder une langue. Ouais, c'est ce qu'il faut. Mais au bout de ces 12 ans, on peut commencer à approfondir des idées. Ça prend énormément de temps. Hein. Mais dans le temps, les gens, jeunes, pas jeunes, ils étaient assis, puis il y avait le curé du coin comme ça qui venait faire ses prêcheries. Et à partir de Gutenberg, ça a complètement changé. Et d'après les sociologues, là a commencé vraiment le développement de l'Europe, et c'est quelque chose qui s'est développé jusqu'au début du XXe siècle. Hein. Alors les livres et la culture, etc. Et les sociologues s'en sont peut-être aperçus tard maintenant, ils commencent à parler de ça. Mais d'après ce qu'ils disent, c'est qu'à partir du début du XXe siècle jusqu'à maintenant, il y a une décadence extrêmement grande au niveau de l'éducation, qui est due, alors ils disent, comme date du début de ce truc-là, ils prennent 1917, c'est les premières affiches, alors c'était la US Army qui mettait des affiches « Engagez-vous hein ». Alors ça commençait avec les affiches, alors l'affiche comme ça c'est une image, c'est déjà plus des mots, et après à partir des affiches, il y a eu le cinéma comme ça qui s'est énormément développé. Mais d'après certains sociologues et certains anthropologues et sommim aujourd'hui, on arrive aujourd'hui au niveau moral, un niveau qui ressemble au niveau qu'il y avait au Moyen-Âge. Hein. Et les choses dont j'ai parlé comme ça, avec cette cruauté qu'on peut retrouver comme ça chez des jeunes, etc. Et je ne parle pas de Daesh, hein, mais c'est quelque chose d'extrêmement dangereux qui vient du fait que finalement il n'y a plus les lettres. Et si on analyse, alors il est où le problème? C'est très simple.
Regardez, il y a deux moyens de communication. Il y a le texte et il y a l'image. Alors le texte, qu'est-ce qu'il fait? Le texte, il fait appel, c'est des lettres. Il faut faire travailler son cerveau. Il fait appel à l'intellect. L'image, elle fait appel au regashot, elle fait appel aux émotions, aux sentiments, elle fait appel au cœur. Et en général, bon, c'est pas mal le cœur. C'est vrai que c'est pas mal le cœur, mais on sait quand on étudie la chassidoute que les vrais midotes du cœur, c'est des midotes qui ont été d'abord basés sur l'intellect. On sait qu'on a nefesh elokit, nefesh behemit, on a une âme divine, une âme animale. Les deux, ils ont un intellect et un cœur. Mais dans l'âme divine, c'est l'intellect qui a le dessus. Et chez le chien, lui, il a une tête pour aller chercher le bout de viande. Donc complètement comme ça. Et quand on va faire appel directement au sentiment, vous savez, l'Avdil, mais après l'Admour Azaken, il y avait le Rav Aaron Halevi comme ça, mais c'est trop soleil. Et il a eu beaucoup d'élèves comme ça qui sont pas allés avec l'Admour MCI, qui sont allés chez lui. Et l'Admour MCI, il a écrit le contrat Seït Pa'alut, dans lequel il crie contre cette nouvelle mode d'essayer de développer les sentiments par les sentiments. Ouais. Alors c'est vrai que c'est bon de façon très très mesurée, mais on sait que chez Chabad c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, il y a l'intellect, on utilise la chorma, la bina, la date, et là on a Ahava, Ira, etc. On les travaille, ces sentiments. Les sentiments qui sont directs, c'est pas des sentiments qui sont Elohim, c'est pas des sentiments qui vont nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu en général, en général. Et par conséquent, dans ces deux moyens de communication, il y a le moyen de la lettre, qui est un moyen. Alors il y en a qui me disent, il y a Mein Kampf, il n'a pas été écrit avec des lettres. C'est vrai, on n'a pas dit. On n'a pas dit. Mais malgré tout, dans le moyen, en général, les gens qui sont lettrés, qui mettent les lettres et la réflexion avant le regesh, avant les sentiments, en général, il y a plus de chances que ce soit moins cruel. Je ne vais pas ouvrir de parenthèses, je sais les questions qu'on peut poser sur la Shoah, etc. Mettons ça de côté, parce que c'est pas standard, mais c'est clair que faire appel à l'intellect et faire appel au sentiment, c'est vraiment deux modes de communication qui sont complètement différents, et c'est là en réalité le problème. C'est-à-dire que quand on parle du problème du smartphone, tous les trucs dont on a parlé, la violence, et les problèmes de perte de temps, etc., en réalité tout ça c'est des choses qui sont assez extérieures. Le problème de base, il est dans le moyen de communication lui-même. Et on est toujours en train de parler comme ça des contenus. Alors non, peut-être qu'on va faire un contenu comme ci, et comme ça, et comme ça, et comme ci. Ouais. Mais je disais comme ça au Rav Uzan, que, je ne sais pas si j'ai eu raison, mais je ne pensais peut-être pas parler de cette anecdote, mais dans un des lycées dans lequel j'enseigne, et il voulait à un moment faire entrer un super programme pour enseigner la Gemara, quelque chose d'extraordinaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant pour ne pas perdre de temps, mais quelque chose d'extraordinaire, mais seulement qu'il demandait qu'on prenne les élèves dans une salle d'ordinateur et un truc ludique comme ça, qui était génial. Et finalement, ça n'a pas été acheté par l'école. J'ai réussi à convaincre mes collègues de s'opposer à ça, parce que j'ai compris que c'était tellement attirant que finalement on allait complètement tuer le livre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les élèves maintenant allaient étudier la Gemara de cette façon-là, il n'y avait plus aucune chance. On peut discuter de ce que je suis en train de dire, ouais, je dis pas. Mais en tout cas, et c'est la conclusion à laquelle j'étais arrivé, et c'est exactement ça. Je veux dire, on a ici l'image, on n'est pas en train de donner des solutions. Je ne suis pas en train de vous dire maintenant, bon, à partir de ça, décidez. C'est juste ce que je veux, on va voir encore pas mal de points, mais qu'il y ait une réflexion, et plus que ça, quand je vous dis, regardez, je ne suis pas la bonne personne, parce qu'il faut demander à des gens qui sont sur place, qui connaissent la culture, etc., et que vous avez ici, mais malgré tout, je ne suis pas sûr que tous les rabbinim soient conscients de tous les problèmes qu'il y a ici. D'ailleurs, ces anthropologues dont on a parlé, ben, très souvent, ils doivent se battre avec des éducateurs, parce que c'est des types qui ne sont pas datim, mais qui comprennent les problèmes qu'il y a dans tous ces moyens de communication. Et les éducateurs comme ça, surtout dans le milieu d'Atilomi, on est très très ouvert en Israël, ben, ils disent mais pas du tout, mais il faut savoir tout embrasser, etc. Et c'est vraiment un dialogue de sourds, mais qui est à l'envers de ce qu'on aurait pensé. C'est-à-dire, on aurait pensé que les éducateurs, c'était ceux qui allaient tirer le signal d'alarme. Et puis, bon, ben, les types qui travaillent dans les ordinateurs, le contraire. Et là, ces experts, ils disent « Gewalt ». Alors, encore une fois, je vous dis pas, bon, allez, maintenant, demain, on va à Macharim, vous savez, des trucs comme ça, et des rabbins un peu démagogues. Alors, ce genre de trucs, ça se finit. Allez, on prend tous le portable, on jette par terre, on le casse. Non, on va pas faire ça, parce qu'on va voir qu'on en a besoin. Vous allez peut-être même en acheter demain. Hein.
mais qu'on comprenne en tout cas de quoi on parle. Si je vous dis une scie électrique, c'est bien. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce que vous pensez pour l'anniversaire de mon fils à 6 ans? Ouais. Non, c'est pas bien. Mais pour illustrer un petit peu, je vais ce que je dis souvent aux élèves, c'est que ces moyens de communication, ils court-circuitent le cerveau. Hein. Quand je vous dis comme ça, ils font appel directement au regesh. Mais je vais prendre un cas, je parlais tout à l'heure à M. Sebag, et je vais raconter quelque chose que je vis avec des élèves qui est dans le même domaine. Je prépare au bac français de physique, je le dis depuis 30 ans. Et puis les premières années où j'enseignais, je fais mon cours comme ça au tableau. Puis quand on est terminale, c'est souvent 3 heures de suite. Et puis les types, ils écrivent tout, ils recopient, machin et tout, ils encadrent. Ouais. Et puis, je me suis aperçu que des fois, ils vous posent des questions vraiment bizarres, quoi. T'écris 4 x 5, et puis en dessous, t'écris 20. Et qu'est-ce qui est marqué ici, 20 ou 28? Je dis, mais t'as pas vu qu'au-dessus, il y avait marqué 4 x 5? Non. Et finalement, j'ai compris que les types, quand ils recopiaient, ils n'utilisaient pas le cerveau. C'était directement... Alors aujourd'hui, non, vous mentez à vous-même. Hein, vous pensez faire de la physique, alors vous recopiez ce qu'il y a au tableau, etc. Vous encadrez, machin, on va mettre du fluo et tout, pour que ça soit bien, on va souligner en rouge, en vert, en truc. Mais le type, il a court-circuité son cerveau. Vraiment, il a utilisé le minimum de ce qu'il fallait pour pouvoir faire passer le truc. Alors aujourd'hui, ça passe du tableau, ça effleure le cerveau, ça arrive au stylo et à la feuille. C'est partout, sauf dans le cerveau. Alors après 2-3 ans, j'aurais dit, regardez, je ne vais plus vous donner ce luxe. Maintenant, vous allez vous fatiguer. Les cours, je vous les donne. Vous comprenez que ce n'est pas conventionnel, parce qu'on pourrait dire, mais non, mon directeur, quand je fais ça, me dit, c'est quoi ces photocopies? Ils ne peuvent pas se fatiguer. Je dis, non, ces photocopies, elles sont là pour qu'ils se fatiguent. Parce que je leur donne les cours, et je leur dis, vous n'écrivez rien. Pendant 3 heures maintenant, vous faites travailler le cerveau. Ce qu'il y a au tableau, vous écoutez, vous comprenez, il y a une question, vous la posez, alors il y a de la fumée qui sort comme ça du cerveau, mais c'est une bonne chose. Au maximum, ils rajoutent comme ça un petit truc à droite, à gauche, une petite remarque, un truc qu'ils n'ont pas compris, mais ils ont réfléchi. Et finalement, quel rapport avec ce dont on est en train de parler? Mais c'est exactement ça, est-ce que c'est des lettres ou c'est de l'image? Est-ce que c'est des lettres? Une lettre, ça passe par le cerveau. Là, maintenant, ce qu'ils font, c'est de l'image, c'est de la calligraphie. Ils prennent ce qu'il y a au tableau, à la limite, j'aurais fait une fleur, ils auraient dessiné une fleur aussi. Hein, puisqu'ils ne savent pas que 4 x 5, ça fait 20, ils ne sont pas aperçus du rapport entre les deux trucs. Donc c'est ça le problème. Et donc, quand on revient à la lettre, c'est extrêmement important. Je voudrais encore approfondir un petit peu, et si vous regardez comme ça dans le 4, le titre que j'ai donné, c'est « Analyse racidique du problème ». Tout le monde connaît comme ça dans Parashat Noach, il y a une dracha comme ça, un truc qui paraît être un vort, et pas de vort, c'est ce qui est extraordinaire chez nous, c'est qu'il n'y a pas de vort. Hein. Des fois les gens te disent, ah, il est bien ce vort de Mosque. Non, il n'y a pas de vort. Chez nous, il y a du pshat, et il y a du émet, il y a du sod. Il n'y a pas de vort comme ça au milieu. Hein. Mais ce qui paraît être un vort d'Admoazaken au nom du Baal Shem Tov, lorsque Kadosh Baruch Hu lui dit à Noach, Bo el Ateva, hein, Bo el Ateva, c'est-à-dire viens dans l'arche. Alors le Baal Shem Tov et l'Admoazaken, ils expliquent, viens dans le mot. Ouais, le mot Teva veut dire le mot. Viens te réfugier. Là-bas, c'est rapporté dans un contexte de problèmes pécuniers qu'on a, etc. Et puis bon, ils sont là pour, au contraire, qu'on retourne à Kadosh Baruch Hu. Et viens vers le mot, c'est viens vers le mot de la tfila et du limoud. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, quand il dit à Noach, Bo el Ateva, viens vers le mot, c'est rentre à l'intérieur des mots pour prier et pour étudier. Et puis comme ça, il y a 2 semaines, et dans Parashat Noach, quand je lisais ça, je me disais, mais c'est exactement ça. Bo el Ateva ici, dans le contexte de tout ce qu'on a dit, c'est pas uniquement viens vers le mot de la tfila, c'est viens vers le mot, reviens au mot, reste pas dans l'image. Ouais, c'est ce que Akadosh Baruch Hu dit à Noach, viens dans le mot, il n'y a que le mot qui peut te sauver. Si tu es dans les informations qui passent par des mots aujourd'hui, dans WhatsApp, c'est infernal, c'est plus des mots, c'est des trucs complètement aberrants. Donc il y a ce point. Maintenant, de façon chassidique, on va peut-être essayer de comprendre. Alors, on a compris qu'un des problèmes, en dehors des problèmes comme ça, essais extérieurs, un des problèmes, il était dû aux moyens de communication. Un des problèmes, il n'est pas, vous savez, c'est comme quelqu'un qui voit par des lunettes, mais ces lunettes qui ont un problème.
Hein, il ne le voit pas. On voit pas les lunettes, on voit pas les lunettes. Ici, on n'a pas compris que le problème, c'était l'écran. On cherche le problème ailleurs. Non, le problème, il était dans l'écran. C'était le premier point qu'on a dit. Maintenant, je vais parler d'autre chose. Je vais parler d'autre chose. C'est ce que représente finalement la diffusion. Et la diffusion, c'est quelque chose qui a un rapport avec, dans la Chassidoute, avec le Yesod. Quand je parle de diffusion, je parle de communication. Et quand on a compris ça, ben, tous les problèmes dans la Chassidoute qu'on voit qui ont un rapport avec le Yesod, ben, on le retrouve ici. Regardez, peut-être avant, ben, je ne vais pas rappeler toute la structure, parce que ça sera vraiment fastidieux. Mais l'idée, elle est que dans une construction saine d'Avodat Hashem, ben, ça commence par un texte. Je prends un livre de Torah, j'étudie, au début j'ai du mal à comprendre, tout d'un coup j'ai le déclic, je développe l'idée, c'est la bina, je m'attache à la chose, c'est le date, et puis après sans rentrer dans ce que c'est que toutes les midot, c'est pas notre... Mais Chesed, voir Tiferet Netzach, Od Yesod, Malchut, finalement, Malchut c'est un peu différent, c'est 6 ou 7 midot, qui sont les dérivés finalement, l'amour et la crainte de Dieu et leurs dérivés. C'est-à-dire que si j'ai étudié quelque chose de Torah, c'est vrai pour les autres choses aussi, mais là on est en train de parler de Torah, donc je étudie un texte de Torah avec mon intellect, Chokhmah Bina, le Da'at c'est que je m'identifie à la chose, cette chose elle me parle, j'ai un rapport avec elle, et quand j'ai tout ça, je comprends que ça a été dit par esprit divin, c'est des paroles d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu s'est mis dans la Torah, etc. Et toutes ces choses-là, toute cette identification par rapport à ce message que je viens d'étudier, ce limud, hein, ben ça va entraîner Avat Hashem, Yirat Hashem. Okay. Alors là, maintenant, ça y est, je me suis construit à partir d'un texte, hein, je me suis construit d'abord intellectuellement, puis après au niveau des sentiments, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach et Hod. Et quand on arrive au Yesod, hein, alors le Yesod, de toute façon, je pourrais dire, hein, le Yesod c'est quoi? Le Yesod, ben, c'est la communication. C'est-à-dire que maintenant, ben, on n'est pas comme Noach, à vouloir rester dans la Teva. D'ailleurs, après Boel la Teva, Akadosh Baruch Hu il dit à Noach, c'est mina Teva. Donc il y a aussi, une fois que tu es rentré dans le texte, il faut aussi que tu en sortes. C'est quoi en sortir? Moi ici, ben, ça sera diffusé. Tu dois diffuser aussi. Et à partir du moment où tu vas diffuser, donc tu rentres dans ce qu'on appelle le Yesod. Le Yesod dans la Chassidoute, c'est comment adapter toutes les choses dont je suis plein, et au niveau intellectuel, et au niveau émotionnel, au public auquel tu parles. Si on parlait en chinois alors que c'est un public français, ou bien avec un type qui va nous faire, un docteur en physique et nucléaire qui va nous parler à son niveau, on va rien comprendre. Par conséquent, on s'adapte à ces Yesod, et c'est vraiment rentrer dans le monde, sortir de l'arche et s'adapter. En passant, c'est beau, mais je vais vous le dire pas uniquement parce que c'est beau, mais parce que vraiment c'est en rapport. Et il y a des rabbanim comme ça qui aiment bien prendre la chassidoute et puis faire pas mal de trucs modernes par rapport à ça. Il y a plusieurs rabbanim comme ça en Eretz Israël et puis qui réussissent bien. Et un des modèles comme ça qui rapporte par rapport aux sciences et aux 7 midot, c'est extraordinaire. Je vais utiliser ça parce que c'est tout à fait en rapport avec ce qu'on est en train de dire. Et ils s'expliquent comme ça. La Chokhmah, c'est un rapport avec les maths. La Bina, c'est le développement, c'est un rapport avec la physique, la biologie. Et le Da'at, le fait de s'attacher, c'est un rapport avec la psychologie. Le Chesed, c'est un rapport avec les sciences sociales. La Gvura, c'est un rapport avec le droit, on peut comprendre. Hein, si vous ne connaissez pas, c'est pas très grave. Ouais, parce que je vais arriver à un point. La Tiferet, c'est un rapport avec la médecine. Ouais, la médecine, c'est une espèce de symbiose, que les choses soient bien équilibrées, c'est au milieu. La Tiferet, c'est... Ouais. Le Netzach, c'est un rapport avec l'éducation. Ça, je l'ai lu du Rabbi même. Le Rabbi, une fois, il a dit au Rav... J'ai oublié son nom, ce qui s'appelle le Avakipot Asrugot. Son nom a échappé. Et une fois, le Rabbi lui a dit que leur Tzibour, le Tzibour des Kipot Asrugot, leur Inyan, c'est le Netzach et c'est le Chinour. Ouais. Donc il y a un rapport comme ça entre eux. Donc l'éducation, c'est un rapport avec le Netzach, c'est parce que quand je vais éduquer, c'est des choses qui vont rester maintenant éternelles. Hein. L'autre, c'est un rapport avec l'économie. Et le Yesod, c'est toutes les sciences et tout ce qui a un rapport avec la Tikshuret, c'est-à-dire les communications. Donc on revient à notre point, là on est en train de parler de communication maintenant. Les communications, ça a un rapport avec le Yesod, mais dans la Chassidoute,
le fait qu'il y a des problèmes au niveau du Yesod, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Tout le problème de Shaoul par rapport à David. Ouais. Et pourquoi il y a des problèmes au niveau du Yesod? Pour deux raisons. Un, parce qu'au niveau du Yesod, tu vas maintenant, tu es sorti de ton cocon, tu vas communiquer. Mais quand tu communiques, c'est à double sens. Donc tu sors vers le monde, et tu peux aussi être influencé par le monde. Alors on va voir comment faire pour ne pas être influencé par le monde. Ouais, il y a aussi ça. Mais toujours est-il, c'est marrant parce que je me rappelle d'une histoire comme ça. J'ai lu il y a quelques mois qu'une fois, le Rav Rothenberg, il était chez le Rebbe en Yechidut. Et le Rebbe, il envoyait des bachurim comme ça en Miftzeim. Le Rav Rothenberg lui dit, vous savez, Paris d'aujourd'hui, c'est pas ce que vous connaissiez. Je parle de Paris de Rav Rothenberg. Et c'est peut-être pas le top, quoi, d'envoyer vos bachurim comme ça, de yeshiva, faire... et comme ça, sortir dans la rue et s'exposer. Et le Rabbi lui a dit, viendra un temps où soit tu sortiras vers les autres, soit les autres viendront vers toi. Soit tu communiqueras, soit tu seras toi-même influencé. Donc on pourra plus, il lui dit, on pourra plus se protéger à l'intérieur de la maison. Comme ça, le Rabbi lui a dit, c'est une histoire que j'ai lue. La première chose que lui a répondu le Rabbi lui a dit deux choses. Il lui a rapporté comme ça le principe connu de Issur Ve'eter, Aïdé des Taré, des flottes et non boléa. Vous savez, quand on a un ustensile, on va pas faire un cours de Issur Ve'eter, mais quand on est en train de, théoriquement, on pourrait, un ustensile, Bessari, qui a avalé du lait, on pourrait prendre une marmite de lait maintenant, la faire bouillir et mettre l'ustensile à l'intérieur pour faire sortir le lait. Parce que maintenant qu'il y a du lait dans ses parois, quand tu vas faire bouillir, maintenant il y a le lait qui va sortir, c'est pas à double sens. J'ai pris une marmite de lait pour rendre le truc Bessari. Bon, le Rashba rapporte ça, la n'est pas comme ça finalement, parce que c'est un peu poussé. Mais théoriquement on pourrait, parce que quand tu vas maintenant sortir, si tu vas influencer, et à ce moment-là tu ne seras pas influencé, c'est ce qu'a dit la Rothenberg. Et puis la deuxième chose, il lui a dit, il y a un moment où tu n'auras pas tellement de choses. Donc toujours est-il qu'il faut comprendre que les communications, elles sont à deux sens. Ouais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point problématique qu'il y a dans l'Yesod, c'est que dans l'Yesod, je suis tellement avec moi-même. Alors, on parle beaucoup je ne vais pas faire maintenant un cours là-dessus parce que je me suis entraîné, vous savez, au cours. J'ai pris ma femme comme ça pendant 2-3 fois. Chaque fois, ça prenait 2 heures. Et comme on m'avait dit qu'il fallait parler 1 heure, et que j'ai la sainte manie de rallonger la sauce, alors j'ai enlevé plein de trucs comme ça. Et je vais juste dire un point comme ça par rapport au Yesod. En dehors du fait que dans l'Yesod, on est en train de sortir de Seminateva, et donc ça va dans les deux sens. Mais il y a autre chose aussi, c'est que dans l'Yesod, on est toujours dans l'expectative des réactions. Vous avez mis un truc, une blague marrante, vous avez tout un truc de diffusion. Et en général, dites-moi si vous êtes dans ce truc ou pas, mais dans l'heure qui suit, toutes les minutes, on va voir qui c'est qui a réagi, qui a envoyé un like, qui a machin et tout. Comment on réagit maintenant à mes ch'tiotes. Ça c'est un des problèmes qu'on a, c'est que si on prenait cet ustensile pour faire de la fatsa, mais malgré tout, il faut aussi si maintenant j'ai plus d'expectatives et plus d'attentes des réactions que mon besoin d'être chaliard du Rebbe et d'envoyer mon message, c'est que j'ai un problème. Et en préparant le cours, j'ai dit à ma femme, tu sais, je crois que je suis atteint moi aussi. Si on prend comme ça la maladie de 1 à 10, moi je suis au niveau 3 à peu près. Alors je dis c'est pas mal quand même, c'est moins que la moyenne, mais il faut que je me reprenne parce que c'est pas évident. Alors il faut prendre conscience. Alors ici, et j'ai pris comme ça des exemples, je vais pas perdre de temps, c'est assez long, mais je vous conseille, si vous voulez comprendre un peu au niveau de la chassidoute, ce que c'est que ces influences comme ça dans les deux sens, d'étudier dans Derech Mitzotecha, Mitzvat Tiglachat Metzora. C'est extrêmement intéressant et c'est tout le sujet. C'est vraiment tout le sujet et je pense en parler, mais ça sera trop long. Et je vais parler comme ça. Pour vous, on comprend en 2 mots. Mais le Yesod, c'est un rapport avec la procréation. Et on comprend que ce problème, c'est le même problème. On est censé donner
mais si on veut tirer notre épingle du jeu, et c'est là qu'il y a le plus grand Yetzirah, etc. Donc on comprend que c'est un domaine qui est semblable au problème de Tzniut. Quand on parle de Yesod, on parle de Tzniut. Cette communication, hein, d'ailleurs dans le livre de Moussard même ils disent, hein, que quelqu'un qui dit des choses vulgaires, alors ça peut avoir des influences néfastes au niveau du Yesod. Il y a un rapport entre la parole et le Brit, mais on ne va pas manger la sauce là-dessus. Et ce dont je vais vous parler, c'est des ânes. On a volé le 4, l'âne d'Avraham Avinu, de Moshe Rabbeinu, de Mashiach, du Baal Shem Tov et du smartphone. Alors on va parler de ces ânes-là. Les ânes, hein, on sait, le rabbi rapporte ça, on a ça chez le Maharal aussi. L'âne en hébride, ça se dit chamor. Chamor, c'est le même auteur que Chomer. Chomer, c'est la matière. Et donc l'âne, toujours dans la Chassidut, dans le Torah, ça représente la matière. Il y a une sikha très connue du rabbi qui parle de Rashi, qui dit que l'âne d'Avraham Avinu, c'est le même que celui de Moshe Rabbeinu et c'est le même que celui du Mashiach. Alors on trouve un âne comme ça, vers Havos Tachamor, et chez Avraham Avinu, il va sangler l'âne, hein, et il va l'utiliser après pour mettre le bois et le couteau. Il y a Moshe Rabbeinu qui va prendre l'âne pour aller délivrer les Bnei Israël, il vient de Midian, il met sa femme et ses enfants sur l'âne, et il y a le Mashiach, Ani Verochav al-Chamor, qui, grâce à l'âne, va se dévoiler. Et le rabbi explique dans une sikha de Parshat Shemot, il me semble, que ces trois époques, on peut dire, c'est un développement du rapport entre le juif et la matière. Alors Avraham Avinu, c'est la guerre, il y a une lutte. Chavosh Tamoro, il sangle l'âne, parce que la matière à l'époque d'Avraham Avinu, c'était beaucoup les idoles qu'il a détruites, etc. Et c'était pas si évident, la matière, elle était contre le service divin. Avec Moshe Rabbeinu, on voit, puis bon, il met finalement des choses assez secondaires comme ça sur l'âne. Moshe Rabbeinu, c'est déjà sa femme et ses enfants, c'est quelque chose de plus noble. Donc et Matan Torah, c'est un niveau où on commence déjà à dompter la matière et l'utiliser aussi pour la Vodat Hashem. Mais le comble, on peut dire, c'est quand on arrive au Mashiach, Ani Verochav al-Chamor, le Mashiach, c'est par le biais de la matière qui va se dévoiler. Donc évidemment, le Mashiach, il sera sur Facebook, sur Internet, sur plein de copains et plein de likes. Et c'est sûr que ça sera comme ça. Maintenant, donc c'est ce développement dont parle le Rabbi, et la matière, à ce moment-là, elle sera utilisée vraiment à bon escient, et le Rabbi, il sera là à nous donner un cours de Chassidut ou n'importe quel cours, sur ce que vous voulez, et on sera tous branchés pour écouter le cours. On a l'âme du Baal Shem Tov. Alors le Baal Shem Tov, c'est entre l'époque de Moshe Rabbeinu et l'époque du Mashiach, et on connaît tous le dicton, c'est apporté dans Yom Yom, Kitere Chamor Sona Achar Oretz, Trat Masao, c'est un passage dans Parshat Mishpatim. Si tu vois l'âne de ton ami qui est en train de croupir sous son fardeau, est-ce que pour autant tu vas manquer de l'aider? Non, tu vas l'aider. Alors l'âne, dans le dicton, explique le Baal Shem Tov, c'est mon côté matériel. Je vois que dans ma vie d'Avodat Hashem, de service divin, et mon corps il a envie d'un chocolat au lait, d'un machin et d'un truc, et j'aurais tendance à devenir ascète et dire non, lui, il me dérange dans la Vodat Hashem, il se met de côté, je vais jeûner toute la semaine. Hein. On dit non, Azov Ta'azovimo, on sait que le Baal Shem Tov, il nous dit d'utiliser la matière. Et ça, des fois, on sait un peu trop même. Hein. On sait un peu trop. Alors une fois, le Rav Poutarfas, il a dit non, aujourd'hui on ne fait plus de kafia, les gens, tu dis à quelqu'un, non mais tu sais, quand tu es au mariage, tu as mangé les salades, tu as mangé le poisson, le schnitzel, les gâteaux, le machin, tu n'es pas obligé de prendre de la glace qui est après le café aussi. Hein. Tu peux faire un peu de kafia. Ah non, le Rav Poutarfas a dit aujourd'hui il n'y a plus de kafia. Alors les tripes, ils ont complètement... Ouais, et la chassidoute, elle reste. Ouais. Alors on en parle peut-être moins, tout ce que vous voulez, mais je veux dire, on n'a pas changé non plus. Et ça reste, malgré ce qu'a dit le Baal Shem Tov, il n'a pas dit maintenant de se goinfrer. Ouais. Alors c'est quoi l'âne du smartphone? Regardez, je vais vous raconter une histoire. Une fois un type, son fils est l'âne. C'est pas une fable de La Fontaine. Et bon, le type il est assis sur l'âne et puis il a son fils qui marche à côté. Et puis il rencontre un copain comme ça. Il dit mais t'as pas honte? Quoi, toi ton jeune comme ça, il est en train de marcher tout seul et toi tu fais le pacha comme ça sur l'âne. Mets-le plutôt lui sur l'âne. Alors ouais, c'est vrai, t'as raison. Le type il descend de l'âne et il met son fils sur l'âne. Bon, le fils il s'assied sur l'âne, il marche comme ça les deux. Il rencontre un autre type, il dit mais t'as pas honte? Il dit au petit gosse, quand ton père est en train de marcher comme ça, et toi, t'es comme ça sur l'âne, et c'est quoi qui vous d'avem? Ah ouais, c'est vrai, vous avez raison. Voilà, ça n'a pas quoi faire. Ils se disent, bon, on va s'asseoir tous les deux sur l'âne. Ils s'asseyent les deux sur l'âne,
il marche comme ça, il rencontre quelqu'un de la SPA, sûrement, il y en a beaucoup comme ça en France. Et puis, non, mais vous n'avez pas honte, mais le pauvre âne et tout. Alors finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'âne, les deux, ils l'ont mis sur leur... ils l'ont porté les deux ensemble. Ça, c'est l'âne du smartphone, c'est-à-dire, on a tendance, on est tellement, c'est ce que j'appelais l'âne du smartphone ici, c'est-à-dire qu'on a tellement tendance à savoir ce que nous dit le Baal Shem Tov, qu'il faut utiliser la matière, que ça y est, on pense qu'il n'y a plus de limites, il n'y a plus de goulots. Et l'âne, finalement, il peut aussi... Non, mais il faut comprendre. Regardez, je vous donner un exemple. Un ami vous a envoyé un petit film. On ne sait pas ce que c'est, Nahon. Le film, 3 minutes 27. Si vous appuyez pour voir ce qu'il y a dans ce film, c'est l'âne du smartphone. C'est que l'âne, maintenant, il a pris le dessus sur vous. Parce que vous avez l'autorisation d'utiliser votre smartphone pour faire de la fatsa, pour toutes sortes de choses, pour Waze aussi, ça peut être bien. Mais 2 minutes, qui vous a dit que la meilleure des choses à faire pendant ces 3 minutes 27, plutôt que d'étudier une Mishnah, c'est de voir ce petit film complètement débile en général, qu'on vous a envoyé, qui vous a fait perdre 3 minutes 27, et après vous allez encore réagir, et là ça va réagir à la réaction, et on rentre dans un délire, on a perdu beaucoup de temps, beaucoup de... on a... Il faut être conscient de tous ces problèmes, et ça c'est un problème du Yesod. Maintenant, ce que je voudrais dire sur le train, c'est aborder, il y a 4 passages, 2 sirotes du Rebbe, j'ai apporté des références ici, et 2 passages dans les Idvadiyot du Rebbe, dans lesquels le Rebbe, il parle entre les lignes finalement, mais je pense qu'on peut apprendre énormément de choses du Rebbe sur l'utilisation du smartphone. Et c'est tellement vrai. Alors c'est vrai que c'est des choses qui sont un peu dures, mais je me suis dit, là je suis obligé, je cite le Rebbe, ici et là, je serai obligé de lire même le texte à l'intérieur, parce que sinon vous allez me dire, mais c'est qui cet extrémiste qui vient de Mehacharim, qui nous rapporte ces trucs-là? Moi j'ai aucun problème, ce que je vous dis, c'est ce que dit le Rebbe dans les sirotes, il n'y a absolument rien de nouveau, mais il faut savoir regarder la sira et voir ce qui est écrit. Le premier point, c'est le plus important. S'il y en a qui sont pressés, attendez au moins la première sikha et la deuxième aussi. Après, c'est déjà du luxe, mais le premier et le deuxième, ils sont vraiment, vraiment importants. Il y a une sikha très connue de Rebbe, de Parashat Noach. C'est dans le volume d'Edvav, le volume 15 de l'Écouté Sichot. La deuxième sikha de Parashat Noach. Je vais vous résumer la sikha. La sikha, elle est basée sur un verset. Bishnat sheshmot shana lechaye Noach. Nifkeu kol ma'inotom rabba verubot shamayim niftachu. La 600e année, alors est-ce que il avait 599 ans ou 600, on ne va pas transverser là-dessus. Disons qu'il avait 600 ans pour que ce soit plus simple. Le Chaye Noach, de la vie de Noach, donc Noach avait 600 ans, et qu'est-ce qui s'est passé dans le Pshat? Nifkeu kol ma'inotom rabba. Toutes les sources de l'immense abîme jaillir, donc il y a eu comme ça des sources d'en bas, c'est comme ça que commençait le déluge. Et puis aussi, les cataractes du ciel s'ouvrir. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui vient d'en bas, de l'eau qui vient d'en haut, c'est ça le déluge. Ça commençait comme ça. Le Rebbe, il rapporte, tout le monde connaît, ce que Rabbi Shimon dans le Zohar, il dit là-dessus. Et c'est très 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 important d'étudier Be'iyun, d'étudier de façon approfondie cette sikha du Rebbe, parce qu'en général, je pense que tout le monde connaît cette sikha, mais si vous demandez à quelqu'un, qu'est-ce qu'il dit le Rabbi, vous allez me dire comme ça en 2 minutes, bon, le Rabbi dit qu'à partir de 1840, il va y avoir le développement des sciences et puis de la chassidoute. C'est vrai, mais c'est un petit point de ce que dit le Rabbi. Alors venez, on va essayer de voir ce que dit le Rabbi dans cette sikha. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Le Rabbi donne des clés à toutes nos questions. Alors qu'est-ce qu'il dit mettre le Zohar? 600 ans, le Chaye Noach. Il aurait dit 600 ans du 6e millénaire. D'abord, d'où Rabbi Shimon, il comprend, bon Rabbi Shimon, évidemment c'est Beroach Kodesh qui dit ça, mais disons, essayons de comprendre d'où il sait, ça c'est pas une question de mettre. Mais comment il nous persuade qu'il s'agit de 600 ans du 6e millénaire? Parce que Rabbi Shimon, c'était vers l'an 3800. Donc 600 ans ça aurait pu être, parce que quand on dit Sheshmot Shana Lechaye Noach, c'est 600 ans de la ville Noach, mais on n'a pas dit de quel millénaire il s'agit, d'accord? Donc c'est l'an 600 de quelque chose. Ça peut pas être 3600, parce que lui il était en 3800 et quelques, Rabbi Shimon. Ça peut être 4600, ça peut être 5600. Ça peut être 4600, c'est 600 ans du 5e millénaire, ou 5600, 600 ans du 6e millénaire. Et Rabbi Shimon il dit 600 ans du 6e millénaire. Pourquoi il dit ça?
Et il explique. Il explique, mais c'est tellement en rapport avec ce qu'on a dit, c'est extraordinaire. Il dit parce que Noir, ça a rapport avec le Yesod. On vient de parler du fait que les communications, ça a rapport avec le Yesod, la 6e Mida, la communication. Hein. Regardez comme c'est extraordinaire. Pourquoi Noir, ça a rapport avec le Yesod? Alors il dit d'abord parce qu'on parle du Brit. Alors là-bas, c'est l'alliance, hein, de l'arc-en-ciel. Mais malgré tout, ça rappelle la Brit Mila. C'est Rabbi Shimon qui dit ça, hein, c'est pas de moi. Et il dit, et en plus, il est marqué Tzadik Tamim. Tzadik, c'est un rapport avec le Brit, ouais, ça fait Tzadik. Celui qui appelait Tzadik, c'est celui qui est Shomer Brit. Ouais. Et Tamim, ça veut dire qu'il était intègre, il est né intègre, et le Zohar, il dit, Noach, il est né, il était Mahoul. Ouais, il était déjà circoncis. Ouais. Donc on voit que ça a un rapport avec le Brit ça a un rapport avec le Yesod c'est la 6e Mida, et donc on comprend que c'est le 6e millénaire. Et donc ça a rapport avec le 6e millénaire, et explique Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il veut dire ce pasouk? Qu'en l'an 5600, 5600 c'est 1840, si on fait le compte, Nifku Kol Yotom Rabba, il y aura les sciences et les techniques qui vont surgir, qui vont exploser de façon pas du tout continue, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il y avait avant, de façon tout à fait extraordinaire. Et il va y avoir aussi Varobot Hashamim Niftachu, c'est aussi le fait que les cieux s'ouvrent. Et les cieux, de quoi il s'agit? Le Rabbi Shimon, il nous dit, il s'agit de la Torah qui va être diffusée. Mais le Rabbi rapporte dans la Sikha que Rabbi Shimon un peu plus loin, il dit Pnimiut la Torah. Ouais. Donc ici, il s'agit du fait, Rabbi Shimon nous dit, qu'en 1840, donc une névoie, on peut dire, une prophétie de Rabbi Shimon dans le Zohar, qui nous dit, d'après ce passouk, d'après ce verset de Parashat Noach, qu'en l'an 1840, il y aura une explosion, quelque chose de tout à fait extraordinaire dans la diffusion des sciences et des techniques qui va surgir tout d'un coup, et aussi au niveau de la diffusion des secrets de la Torah. Si on prend cette année 1840 c'est l'année où Nassi adore, c'est Rabbi Tzemar Tzedek. Rabbi Tzemar Tzedek, vous savez, le Admour Hazaken, il n'a pas tellement diffusé, il a écrit de son vivant, il y a 4 livres qui sont sortis. Et Loar Birkat HaNe'enin, le Tanya, Shulchan Aruch, et c'était assez tardif, et le Chotalmud Torah, il y a peu de choses. Le Tzemar Tzedek, en dehors du fait qu'à son époque, déjà, il y a d'autres livres comme ça, des Admour Hazaken et du Admour Hansik qui ont été diffusés, mais on sait qu'il a écrit 60 000 feuillets de 8 pages, ça veut dire 480 000 feuillets de Chassidut. Alors j'ai essayé de voir un peu le rythme des livres de 600 pages, et en divisant par 50 ans, ça veut dire qu'après tous les 20 jours, il sortait un livre, hein, le Tzemar Tzedek. Et la plupart de ces feuillets ne sont pas parvenus. On connaît le commentaire de Tzemar Tzedek, Oratora comme ça, sur le Tanakh, 42 volumes. Mais c'est rien devant ce qu'a écrit le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, il a écrit un livre de 600 pages au rythme d'un livre tous les 20 jours. Oui. Ça, c'est au niveau de la diffusion. En 1840, donc quand on parle de cette explosion comme ça de Pnimiut Torah, c'est, on peut dire, le règne du Tzemar Tzedek. Et qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau des sciences? Alors c'est vraiment extraordinaire, parce qu'en 1840, Bidiouk, il y a l'invention de la photographie et du télégraphe. En 1849, le téléphone, 1866, la dynamo, 1875, l'avion, 1880, l'ampoule, 1891, le cinéma. Ouais. Toutes ces choses-là, comme avait dit Rabbi Shimon, c'est vraiment dans tous les domaines de la science, photographie, tout ce qui est communication, on voit que c'est énorme. Photographie, le télégraphe, le téléphone, et même l'avion, la dynamo, ça va servir aussi aux communications, d'une certaine façon, même les ampoules et le cinéma. Finalement, tout ce qu'il y a ici qui va tout d'un coup apparaître, ça va servir à ça. Et le Zohar, dans la suite, il dit que en l'an 600 de la vie noire du 6e millénaire, il va y avoir donc cette explosion et au niveau des sciences et au niveau de la diffusion de Pnimiut Torah, et tout ça, c'est en préparation de la Géoula. Donc, c'est ce que dit Rabbi Shimon, c'est ce que rapporte le Rabbi. Et le Rabbi, dans la Sikha, là-bas, il pose plusieurs questions. Il dit, mais pourquoi est-ce que Rabbi Shimon, il parle des sciences? Hein? Pourquoi il parle de ça? C'est pas un livre de science, je veux dire, ça ne nous intéresse pas tant que ça. Hein? Ou si oui, mais en tout cas pas dans un livre comme le Zohar. Et pourquoi en plus, il rapporte les deux dans le même passouk? Je dis, pourquoi est-ce que ces deux-là ils sont juxtaposés à ce point-là? Et le Rabbi, il arrive à la conclusion
que dans la mesure où les deux ils sont emportés ensemble, ils sont juxtaposés, le Rabbi explique que la seule justification à l'apparition à partir de 1840 de toutes ces sciences, c'est uniquement pour Afatzat HaMayanot. C'est ce que dit le Rabbi. Et le Rabbi il continue, c'est vraiment extraordinaire. Alors il dit, regardez, dans les ondes électromagnétiques par exemple, il y a déjà quelque chose de complètement divin. Moi, je vous ai marqué un truc sur les ondes et puis Ishaya. Ouais. Alors il dit, il y a déjà une prophétie dans le livre de Isaïe qui dit que la terre elle se remplira de la connaissance divine. Le Rabbi dit, mais dans les ondes électromagnétiques, c'est ce qui se passe. Tu vas diffuser maintenant de la Torah, même s'il n'y a pas un poste qui est ouvert de radio ni quoi que ce soit, mais ces ondes qui sont porteuses de Torah, elles existent. Hein. Ça, c'est incroyable parce qu'on aurait pu dire non, mais on s'en moque, tu peux entrer avec aux toilettes. Ouais. C'est vrai, mais malgré tout, on pourrait dire, mais il y a beaucoup de bêtises aussi qui s'entourent de nous. Mais c'est comme les avérotes. Les avérotes, finalement, bon, elles n'ont aucune consistance. Et puis, avec un peu de chouva, elles s'en vont. Et puis, le vrai, la Torah, ça reste. Le Rabbi dit, par les ondes électromagnétiques qui ont commencé à être, pas découvertes, mais à être traitées, et on a eu et il y a une autre névoie, une autre prophétie de Ishaya. On verra quelque chose vous parle et dit le Rebbe, avec les moyens de communication aujourd'hui, on peut entendre et voir toutes sortes de choses en online, hein, avec les satellites, etc. C'est ce que dit le Rebbe là-bas. Il dit déjà avec cette communication qui ont commencé à se développer à partir de 1840, déjà on commence à sentir un peu la Géoula, et avec ces ondes et avec toutes ces choses que l'on peut voir. Et le Rabbi continue et dit il y a deux types de choses qui ont été créées. Il y a des choses qui ont été créées, de toute façon tout a été créé pour le kavod, pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a des choses qui ont été créées pour un but divin bien spécial et pas pour d'autres choses, et toute autre utilisation de ces choses-là, ça sera une descente pour elle. Le Rabbi il prend comme Binyan Av, il prend comme exemple de cette catégorie l'or. Ouais, le Midrash dit que l'or en réalité il a été créé pour le Mishkan. Il a été créé pour le Mishkan, pour le Beth Amikdash, il a été créé pour le tabernacle et pour le temple. Et toute utilisation d'or, alors c'est vrai, on a Rabbi Akiva qui va acheter Yerushalem Shel Zahav à sa femme. Ouais. Mais malgré tout, donc c'est une bonne chose d'acheter des bijoux, on peut faire beaucoup de mitzvot avec ça. Tout ça c'est vrai, mais malgré tout, le Rabbi met bien le point sur le fait que c'est une descente par rapport à l'utilisation de la chose. Et ici, à mon avis, le message, il est tellement fort. Alors, je ne veux pas vous casser la tête, je vais lire comme ça, 30 secondes, quelque chose en ivrite, pour que vous voyez à quel point, c'est pas moi qui le dis, c'est le Rebbe, là-bas je lis. הרעיון שהובא לאל כדוגמת הזהב מתבטא גם בענייננו, בזוהר הקדוש נקשרה התפתחות חוכמות העולם עם התגלות פנימיות התורה, וזוהי הוכחה לכך שזוהי כל כוונת התפתחותן. Le Rabbi dit, on voit bien, je reviens sur des choses que j'ai dites, mais je veux que vous les entendiez du Rabbi. Le Rabbi dit, on voit bien dans le Zohar que le développement des sciences et le développement de Pnimut Torah, ils sont apportés les deux. Et c'est une preuve, chez Zohi, Kol Kavanat Itpatrutan, que cette chose-là, c'est toute la raison de leur développement de ces sciences, c'est pour Afatzat HaMayanot. Le Rabbi dit entre parenthèses, la seule raison pour laquelle on a la possibilité de l'utiliser pour d'autres choses qu'Afatzat HaMayanot, dit le Rabbi, c'est pour qu'on ait libre arbitre. La seule raison pour laquelle on a la possibilité technique d'utiliser les sciences pour autre chose, je vous dis pas, quelqu'un me dit alors Ouez, je dis regarde, si tu dis Ouez pour aller faire des bêtises, c'est interdit. Si tu dis Ouez pour aller au travail et tu as gagné grâce à ça une demi-heure, c'est bien. Mais tu n'as pas encore utilisé OS pour la raison pour laquelle il a été créé par Akadosh Baruch Hu. C'est ce que dit le Rabbi ici. Si tu veux maintenant faire les choses comme il faut, ben tu as gagné une demi-heure en allant au travail, là-bas tu vas faire un cours de 5 minutes de Mashiach Geoula ou de ce que tu veux, de Afatzat HaMayanot, de Torah Or, de l'écouter Torah. Mais si cette chose-là, elle n'est pas liée à la diffusion des Mayanot, c'est ce que dit le Rabbi. Je sais que c'est très extrême, ouais, mais je peux me cacher derrière le Rabbi, il n'y a aucun problème. כלומר, בכך שאפשר לקבל מחוכמות העולם תועלת בעבודת השם, עדיין אין מתמששת את התכלית האמיתית של התפתחותן. Le Rabbi dit, malgré le fait qu'on peut sortir un profit de toutes ces sciences, dans la Avodat Hashem, il n'est pas en train de vous parler, le Rabbi, si maintenant je suis en train de voir un film de Charlie Chaplin. Ouais. Le fait que je puisse utiliser ces moyens pour la Avodat Hashem, c'est pas encore le but de leur création. Le but de leur création,
Qui beofen kazé, enen la inyan shel reshut shemui levodat Hashem, parce que là c'est un truc permis qui sert à la vodat Hashem. Akavana ametit mlechatchila lipatchotan nitzulan l'inyan shel Torah ou mitzvot ou beikar l'itgalut ve'afatzat minut Torah. Donc je ne vais pas continuer comme ça en ivrit longuement, mais le Rabbi dit, de ce Zohar, on comprend que non seulement ces choses-là, bon, ben, quand on demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu te rappelles de cette sira du Rabbi, ben, je me rappelle que ouais, c'est super et tout, c'est la Géoula. Hein, le Rabbi a dit c'est la Géoula. Non, mais le Rabbi n'a pas uniquement dit que c'est la Géoula. Le Rabbi, il a dit que toutes ces sciences et tous ces moyens qui ont été développés à partir de 1840, Rabbi Shimon qui les a apportés, il a fait toute une dracha du même passouk de Noach, c'est parce qu'en réalité ils n'ont été faits uniquement ces choses-là que pour la Fatzat Mayanot. Tu utilises pour d'autres choses, des bonnes choses, tu es un peu mal au ventre quand même. Tu peux, il n'y a pas de problème. Hein. Demain, on va à l'aéroport, on va utiliser Waze. Mais il faut que je me dise, en réalité c'est comme utiliser de l'or, pas pour le Beth Amikdash, que ça me dérange un petit peu. Alors si ça me dérange un petit peu quand j'utilise Waze pour la Vodat Hashem, il n'y a pas de chance que je commence à utiliser WhatsApp pour des ch'touillottes, parce que ça c'est un cli de Géoula, et ça c'est le Rébé. Parce que vous demandez à n'importe qui, n'importe où, on va vous dire, moi j'ai un truc comme ça aussi, j'ai un ponte, mais maintenant que je vous ai dit ça, alors je peux le dévoiler, j'ai aussi un truc comme ça. Hein. Alors on essaie d'utiliser pour la Fatzat Mayanot, c'est vrai, je reconnais que pas uniquement, je me parle aussi à moi dans ce que je vous dis, mais quand je me balade à Mea Sharim avec ça, je me suis fait agresser une fois par un petit gosse. Un petit Breslev, hein, et je marchais comme ça et il m'a. Et je suis même pas énervé en réalité, il a raison. Le mec il a raison. Une fois j'étais au Mikvé à Kilo, et je sors comme ça, j'ai mon portable. Ah, c'est paradis comme ça, Khaledi. Il me dit retourne te tremper. Alors je dis, j'ai pas compris au début. Il me dit t'as touché ce truc, retourne te tremper. Bon, j'ai serré les dents, mais il a pas tort. Le mec il a pas tort. Il a pas tort. Il n'y a pas tort parce qu'en général, le maître, on n'utilise pas. C'est nachon. Alors ça nous énerve. Ouais. Alors évidemment, c'est pas ça notre conclusion. C'est pas ça notre conclusion parce que le Rabbi, lui, il nous laisse pas tranquille. Ouais. C'est comme vous savez, à Akadosh Baruch Hu. Il aurait pu nous demander de manger des carottes à Pessah. Ça aurait été très bien. Quel problème? On n'aime pas les carottes, les pommes de terre. Non. Qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Tu manges pas de chametz. Ok, je mange des carottes. Non, pas du tout. Tu vas prendre de l'eau, tu vas prendre de la farine, tu vas les mélanger les deux, mais ça sera pas chametz. Akadosh Baruch Hu, il te coince complètement. D'un côté, il t'a interdit de manger du chametz. D'un autre côté, il fait tout pour que tu fasses du chametz et que tu tombes pas dans le truc. Parce que tu es obligé, tu as une de manger de la matzah. Ouais. Le Rebbe, il a appris l'affaire, il nous fait la même chose. C'est-à-dire, on pourrait dire, bon d'accord, on va devenir Satmar, allez, on va revenir les petits portables avec une manivelle. Non, le Rabbi te dit, t'es un chaliach, t'es obligé de faire la Fatzat Mayanot, et il faut que tu communiques avec toute la planète. Donc, tu es obligé de rentrer dans le truc avec de la meilleure façon, mais malgré tout, il y a des choses qui sont claires du Rebbe, et si j'ai pas en tête que ce marchir, cet appareil, il est né pour Avatzat Mayanot, j'ai rien compris, c'est le Rebbe qui le dit. Alors, comme je disais tout à l'heure, moi je m'en vais demain matin, j'ai pas de problème. Après, ouais, vous verrez quoi faire avec ça, mais en tout cas, c'est la vérité, c'est ce qui est marqué ici. Il y a une deuxième sira du Rebbe. On m'avait dit de finir à 9h. Bon, on a commencé à 9h10, alors c'était un peu plus tard. À combien on a commencé? Il nous reste 5 minutes? Non, 5 minutes? Ok. Regardez, je vais résumer très vite. En 5 minutes, je pense qu'on va pouvoir finir. Le gros, c'était bien de cette première source. Regardez, il y a une sira du Rabbi extraordinaire. Parashat Shmini, Chelek Kaf Zayin, dans les Kouti Sichot. Le Rebbe, il dit, quand on étudie le Rambam, dans le Chot Tumat Ochalin, le Rambam, il nous dit, pour pouvoir faire passer une impureté à un aliment, il y a 3 conditions qui doivent être remplies. C'est-à-dire, j'ai un reptile mort, j'ai une pomme. Hein, je le mets en contact, mais qu'est-ce qu'il faut? 1, que cet aliment soit un aliment d'humain. C'est-à-dire, si c'est du foin, par exemple, l'impureté ne passera pas. 2, que cet aliment, il ait été mouillé, préalablement. Sinon, il n'est pas appelé aliment encore. Et 3, que l'aliment il soit coupé. C'est-à-dire si j'ai une pomme mouillée, il pleut sur l'arbre et qu'il y a un reptile mort qui l'a touché, la pomme elle n'est pas impure pour autant. Hein? Donc il y a ces 3 conditions. Le Rabbi dit ça représente quoi ces 3 conditions? Alors il dit comme ça. Il dit le fait que c'est un aliment d'homme, on a dit Machal Adam. Alors vous savez que l'homme il est appelé, c'est dans le Yom Yom, il est appelé Enosh, il est appelé Ish, il est appelé Gever. Quand on parle de Adam, c'est le côté noble de l'homme. Le Rabbi il dit, au niveau de la Chassidoute, quand on parle de Ma'achal Adam, il s'agit de l'aliment de la Neshama. Hein?
Alors maintenant on est en train de voir ces trois conditions, comment au niveau de la chassidoute on les traduit. Alors, l'aliment de la neshama, c'est quoi? C'est la Torah et les mitzvot. Le rabbi te dit, l'impureté elle peut te toucher, d'abord si tu es dans le lien de Torah et mitzvot. C'est pas encourageant. Ouais. Non, d'Afka quand tu es dans Torah et mitzvot, parce que finalement, le Yetzirah, l'impureté, etc., ils veulent prendre des forces, ils prennent des forces de là-bas. Si le type il est dans ses bouquins de maths, hein, il se moque le Yetzirah quand c'est qu'il vient, quand tu es dans la Gemara. Ok. Alors, ça c'est le premier point, Ma'achal Adam. Deuxième point, qu'il est mouillé. C'est quoi mouillé? Le rabbi il explique, mouillé c'est la diffusion. Mouillé, il te dit, l'eau, c'est ce qui descend de haut en bas. L'eau, c'est ce qui va t'aider à ingurgiter les aliments, ils vont te le faire passer dans tous les endroits du corps. Et l'eau, c'est ce qui va aussi coller deux feuilles. L'eau, c'est, le rabbi l'explique comme ça dans cette shira, c'est et la communication et le gishmak. C'est ce qui va coller, ouais, on sait dans le Tanya, Amaim, Shematzvechim, comme il était à Nogim. C'est la communication avec gishmak. Et donc, si je prends maintenant ces deux trucs-là en même temps, quand est-ce que je m'expose au Yetzirah? Quand est-ce que je m'expose au problème, au fait que je m'expose à ce truc-là? Dafka, on a dit qu'on pouvait l'utiliser, on pouvait l'utiliser, on a dit, pour faire cette mayanot, dans une autre sira, le rabbi dit, quand tu vas utiliser pour faire cette mayanot, c'est là que tu te mets en danger. C'est ce qu'il te dit ici. Ma'achal Adam, qui est mouillé, c'est exactement ça. C'est-à-dire, le rabbi d'un côté, il te dit, dans une sira, que ce truc-là, il est fait uniquement pour faire cette mayanot. D'un autre côté, pour diffusion des sources du Baal Shem Tov. D'un autre côté, il te dit, tu sais, les problèmes, c'est uniquement quand tu vas enseigner Torah Mitzvot, quand tu vas étudier Torah Mitzvot, et surtout quand tu vas l'enseigner, tu vas enseigner avec beaucoup de vitalité. Alors tu dis, ça sert à quoi? Alors le rabbi dit, alors c'est quoi la solution? La solution, on a dit qu'il y avait trois conditions. Les trois conditions, sine qua non, il faut absolument qu'il y ait les trois. La troisième, c'est d'être détaché. Ben non, ne te détache pas. Si t'es en dvekout, si t'es cachot au rabbi, alors le rebbe là-bas, il ne parle pas d'être cachot au rebbe, mais ça c'est mon inyan. Si tu es cachot au rebbe, si c'est ça ton inyan, tu n'es pas détaché. Le rebbe, c'est presque la même chose. Le rebbe là-bas, il dit d'être attaché à sa source, etc. Et puis, mais si pendant que tu fais cette diffusion, tu comprends que tu es un raciste du rebbe, si tu fais ça maintenant parce qu'il y a ton nom et tout, sur le Silam, il va te donner un truc, ok, mais il y a un problème. Mais si tu fais ça, tu diffuses avec Gishmak, et tu fais ça en te disant, je suis un chassid de Rebbe, je fais ça pour le Rebbe, et j'ai pas d'autres régnanim, il n'y a aucun problème. Le Rebbe, il a pris ça sur son dos, et là, tu ne seras pas touché. Donc ici, on a vu deux sirotes, une qui nous parle de la seule justification de cet appareil, ou la vraie justification de cet appareil, c'est la Fasat HaMayanot, et le deuxième qui me parle de comment je peux faire pour ne pas tomber dans un danger quand je suis là-dedans. Ben, le seul truc, c'est de ne pas remplir la troisième condition d'être détaché. Tu n'es pas détaché, tu restes attaché et tout va bien. La troisième source, je vais la sauter parce qu'elle est c'est moins notre problème. Je veux juste vous dire de quoi elle parlait. Elle parlait il y avait un rave comme ça dans le temps qui était contre le Rebbe, qui disait qu'on va diffuser la Torah par la radio. Et le rabbi il avait commencé à faire des émissions de radio, enfin le Rav Weinberg sur le Sfaratania, etc. Les Chabad, ils diffusaient la Torah par la radio. Puis il y avait un rave dont on ne dévoilera pas le nom, qui a qui s'ennuie beaucoup, et puis alors qui pensait que c'était important de dire que c'était complètement interdit, ce truc-là, il a été construit par la Sitra Achara, etc. Le rabbi dit, mais c'est quoi cette amartsut? Il y a marqué dans Masrat Sanhedrin que même les sorciers peuvent rien construire, ils peuvent rien créer, ils peuvent déplacer des choses. Bref, le rabbi, il repousse complètement, c'est très très bishmak comme source, Mais on va la sauter parce que c'est moins notre problème. Notre problème, je pense que votre problème, c'est pas tellement d'être persuadé qu'il faut la radio. Et on va finir comme ça avec la quatrième source. La quatrième source, ça va être très 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 sympathique. Je pense que c'est quelque chose que vous connaissez. C'est un truc que j'ai découvert comme ça il y a quelques années en lisant Torah Menachem. C'est très gishmak. Torah Menachem comme ça, 5746, volume 1, page 537. Je l'ai apporté aussi tellement c'est beau. Le rabbi, il dit là-bas, dans une Idvadout, il y a une femme qui m'a écrit une lettre. Vous connaissez cette... Il y a une femme qui m'a écrit une lettre et qui me dit qu'elle a reçu, vous savez ce qu'on appelle Mirtav Shorsheret, les trucs bidons comme ça, on vous dit, si tu le diffuses à 10 personnes, ce message qui veut rien dire, alors tu auras la longue vie, machin et tout, le truc va devenir le plus riche du monde, et si tu le fais pas, chemichement. Alors, cette femme, elle a écrit ça au Rebbe, elle a trouvé à qui écrire ça, et donc quoi faire avec ça? Alors le Rebbe lui dit, mais c'est des ch'touillottes, laisse tomber, c'est vraiment n'importe quoi, etc. Et de la Vodazara, non. Mais le Rebbe après, il écrit,
Après, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a fait ça. Pourquoi il m'a fait lire ce truc bizarre, cette femme qui avait des problèmes avec cette lettre qu'elle avait reçue. Rabbi dit, je me suis dit que si on arrive à faire ça avec des bêtises, mais sans utiliser ça, comme ça je vais lire parce que c'est... Quand on voit dans le monde qu'il y a une notion comme ça, on envoie une lettre à 10 personnes, on demande à chacun d'envoyer ça encore, c'est exponentiel, à encore 10 personnes, etc. etc. Le Rabbi dit, on n'a qu'à utiliser ça pour la Kedusha. Le Rabbi, il a inventé WhatsApp. C'est exactement de ça qu'il est en train de parler. Vous avez reçu quelque chose dans lequel il y a une petite vidéo du Rabbi, quelque chose d'important, puisque les gens, ils travaillent avec ça. On n'a pas le choix, on doit travailler avec ça. Vous l'envoyez à 10, mais le Rabbi, il dit quand même, attention, il y a toujours des spitzing qui vont commencer à faire un nouveau mifza. Ils vont commencer à passer leur temps du matin au soir à diffuser. Alors je demande bien, c'est pas un nouveau mifza, je demande de faire ça à 10 personnes, et pour les autres qui ne seront pas touchés, elles seront touchées par d'autres. Parce que chacune va faire 10, 10, 10. Hein. Et c'est plus ou moins ce que je voulais vous dire avant de me sauver, parce que j'ai pas de réponse à vos questions, j'imagine. Et parce que Bémet, je suis sûr que je ne saurais pas comment répondre. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez. Mais déjà à l'avance, Bémet, j'ai pas de solution, je suis désolé. Mais en tout cas, des points de réflexion. Je pense que si vous voulez demander à vos rabbanim et des conseils par rapport à l'utilisation de WhatsApp, de Facebook, d'Internet, etc., vous ne pouvez pas lui demander sans qu'il ait écouté ses arguments. Je dirais, tout le monde n'a pas étudié nécessairement et ces sirotes du Rebbe et les problèmes dont on a parlé auparavant. Alors d'abord que les rabbanim entendent ces points-là, puis après ils vous diront quoi faire, ouais, mieux que moi, mais qui soit au courant d'abord de ce qui est écrit ici. S'il y a des questions, laissez-moi. Merci beaucoup Rav Shaul Silam, c'était passionnant, c'est vrai qu'il y a le buffet qui attend, donc on ne peut pas trop le faire attendre, mais si vous voulez continuer à suivre les enseignements de Rav Shaul Silam, sachez qu'il est possible en ce moment déjà sur Chassidut, mais aussi sur d'autres vecteurs, sur la Yeshivadat Menachem, etc. Vous pouvez avoir un shiur journalier, chaque jour un sujet de Chassidut sur la paracha de la semaine, et je peux vous dire que ça nous nourrit la journée. Merci beaucoup, Shavua Tov.